Yeah, 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 yeah. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Jer Alain. Yes, sir. Je vous fais une petite intro cette semaine. Passé une belle semaine. Hier, ça a party fort hier. T'es allé au Blank Pig, puis t'es chanté des petites chansons. Hein? Des petites chansons, un petit peu de Backstreet Boys, hein? On aime ça. Calé, j'ai trop abusé, par exemple. Hey, cette semaine, j'ai une nice nouvelle, les mecs. Les potes, ouais, on va triper. Ouais. Cette semaine, je vous annonce, c'est enfin le temps que je sors ma dernière tournée. Ouais, j'ai la dernière tournée du show Blackout. C'est ça, on fait la dernière fois cette petite tournée-là de show où c'est que toutes des villes que j'ai pas encore été, sauf tout le temps les 3 supplémentaires que je fais tout le temps, là. Fait que c'est ça, la dernière tournée Blackout. Hein, venez, c'est la dernière chance que vous allez avoir pour venir voir le show Blackout. Je suis déjà en train d'écrire le prochain show. Je suis rendu peut-être environ à une demi-heure d'écrit que j'aime bien, là, tu sais. Fait que c'est ça, parce que moi, je vais arrêter de faire ce show-là jusqu'à temps que c'est ça, je vais arrêter de faire ce show-là jusqu'à temps que j'en ai écrit 2 autres nouveaux peut m'emmener. Ça va être mon one-man show officiel, que je vais juste prendre le meilleur matériel de ces 3 shows-là, combinés ensemble, 1h15. Mais c'est ça. Fait que là, pour Blackout, votre dernière chance de venir le voir. Crime, je fais quand même 9 villes. Fait que il y a pas mal sûr qu'il y en a au moins une là-dedans, vous allez pouvoir venir voir. Là. Le 7 septembre, c'est au Lozo à Montréal. Okay, ça va être à Montréal au Lozo. C'est 2e étage, ok. En tout cas, ça va être quand même bien indiqué. Là. Il va y avoir une affiche puis toute une pancarte pour vous montrer c'est où. Le 8 septembre, c'est au Boc et Bière à Sherbrooke. Le 10 septembre, c'est à la Chasse-Galerie de Lavaltrie. 12 septembre, encore à la Source de la Martinière à Québec. 14 septembre, à la Petite Grenouille de Rimouski. Rimouski, ça faisait un bout, vous m'avez écrit, mais Chris, je vais être là dans votre petite ville. Fait que vous êtes venus de venir en grand nombre, mais tabarnak. Hein? On va parier fort. 21 septembre, c'est au bar Le Vieux à Beauharnois. Là aussi, ça va être cool, hein? Tout le secteur de Valleyfield, Beauharnois, ça va être vraiment cool. Le 22 septembre, ça va être ma 2e supplémentaire à Gatineau. Ouais, à Gatineau, au Petit Canot. 28 septembre, ça va être à la Petite Grenouille de Rivière-du-Loup. 29 septembre, ça va être à la Petite Grenouille de Bécomo. Puis la prévente, les billets vont être en prévente à partir de demain. Je sais pas quand tu vas écouter ça, là, mais mardi à midi, c'est là que la prévente à start. Prévente à 15$, je trouve que c'est quand même raisonnable. 15$, hein, je m'en vais quand même loin. Le show, il est quand même rodé. Ça fait une petite bonne couple de fois que je le fais qui est sold out. Fait que 15$, je pense que c'est un bon prix. Tout le monde est content. Moi, en plus, je suis rendu avec un gérant. Puis là, c'est ça. C'est rendu, il faut que je paye mes salles aussi. Fait que c'est normal, ça augmente un peu. Fait que c'est ça, ça va être 15$ en pré-vente ou 20$ à la porte. Puis si vous voulez acheter les billets, c'est ça, vous pouvez aller sur le jeralain.com. Jer 2R, Alain 2L. Hey gars, ça va être pas mal ça cette semaine. Ah oui, je voulais dire aussi, man, le 30, 31 août et 1er et 2 septembre, je suis au festival d'humour d'Alma. Hein, on enregistre des WhatsApp podcasts live devant public. Je pense que c'est gratuit si t'as la passe. Ou en tout cas, je sais pas trop comment que ça marche là, allez checker sur le site. Ça va être honnêtement, ça va être les dernières fois que je vais faire ça live devant public parce que j'haïs ça. Je trouve tout le temps que mais c'est pas que j'haïs ça, c'est que quand t'es devant public, ça enlève tout le temps l'ambiance que moi je crée avec mon studio chez nous, tu sais, le côté de se confier.
se change plus, hein, tu veux plus puncher, tu veux plus... Fait que, tu sais, tu te livres moins. Fait que c'est ça que j'aime moins devant le public. Puis surtout, la principale raison, c'est... je trouve que je ressemble à une copie cheap de Mike Ward. De Mike Ward sous-écoute. Fait que c'est pour ça que je fais fuck that, j'aime mieux quand c'est chez nous. Même moi, je trouve que je change quand je suis devant le public. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est ça, je le répète, le 30, 31 août, 1er et 2 septembre, vous pouvez acheter les billets au Festival d'humour d'Alma. Hein, allez checker sur la page, la fanpage. Puis, ouais, c'est ça. Les informations vont pas mal toutes être là. Ou sinon, encore une fois, ça, je vous disais, la tournée Blackout, c'est là que c'est. Là, je vais arrêter avec mes crises de plug parce que je suis déjà tanné de m'entendre. Qui qu'on recevait cette semaine? On recevait nul autre que Monsieur Marc-André Boulanger, un lutteur professionnel québécois, puis aussi comédien. Vous avez pu le voir dans District 31, dans Unité 9. Il a joué aussi dans les films. Il a joué dans Brick Manson, avec Paul Walker, puis fucking Laronne. Là-dedans. Tu sais, il a tout le temps le rôle pas mal du badass semi-collector et qui va te décalisser la face et il doit de l'argent. C'est pas mal tout le temps les rôles qu'il y a. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce qui est cool de Marc-André Boulanger? C'est qu'il arrive avec une honnêteté, puis il se livre facilement. Il est super sympathique. Il embarque crissement dans le projet, dans le concept. Fait que ça n'a pas pris de temps que, même si on savait jamais parler, à part une fois au EV Montréal, là. On savait parler là. Puis... ouais, j'étais crissement sous, en tout cas. C'était la seule fois qu'on savait parler. Avant, on se connaissait vraiment pas. Fait que c'était vraiment le fun, une esti de bonne talk. Puis, ben, ça va être ça. Fait que je vous souhaite une esti de belle semaine, une bonne écoute, tout le monde. Merci de me suivre. Encore une fois, venez m'encourager à tourner Blackout, la dernière tournée Blackout. Ça va être au mois de septembre. Il risque de pas en avoir d'autres. Fait que, ben, merci beaucoup, guys, puis passez une excellente semaine. Ciao, man. T'as eu Manu en plus récemment, hein? Ouais, Manu Auger. C'est comme mon frère, ouais. C'est comme mon frère, ça, Manu. Hey, man, Manu, là. C'est qui parle, hein? Il est intense, c'est ça que j'en allais dire. C'est qui parle, mais intense, correct, là. Oh oui, il y a pas de... Mais il s'en va de même, puis il parle. Ouais. Je t'ai dit, on a fait du 31 à la fin, la 6e, moi, mon personnage meurt, j'étais malade, je capotais, puis là, je voulais pas. Puis là, j'arrive, si j'ai plus de job, tabarnak, j'ai plus de job, s'il n'y a plus rien, personne m'appelle, ça fait chier à tabarnak, qu'est-ce que tu calisses? Hey, puis là, puis moi, j'avais comme pas tant de questions, puis j'avais peur de pas remplir tout mon temps. Avec Manu, tu te poses une question, tu peux remplir ton J'ai émission même pas eu le temps d'en poser 3. C'est un assassinement moulin à parole. Ah, ouais. Ah, mais mais j'étais content parce que moi, j'ai grandi... moi, j'écoute pas tant qu'est-ce qui se fait québécois, parce que souvent, je trouve que c'est trop quétaine. Ah, c'est cool. Puis là, lui, je le trouvais tellement bon dans les films, puis tu sais... Moi, c'est un assis d'acteur. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y a la grande facilité c'est un gros caméléon, Manu, parce que Manu, c'est l'être humain le plus doux et le plus gentil que tu pourrais jamais croiser sur la Terre. Plus souvent qu'autrement, il va avoir un casting de tough, un casting de personnes qu'il faut qu'il démontre. Un dur à cuire. Dans un certain sens, un peu comme moi. Ouais, ça, toi, tu te retrouves un peu avec ce même problème. Un peu. Je me retrouve pas un peu. Je me retrouve, c'est juste ce que je fais. Mais quand c'est pas un problème, je vais assumer pleinement le fait que je pèse 250 livres, puis que je suis ouvert de tatou, puis que j'ai la tête rasée. Ben, la tête rasée, c'est juste... C'est pas par choix, c'est juste parce que si je laisse pousser mes cheveux, je vais avoir le Jim Corcoran. C'est pas un look qui m'inspirerait tant que ça. Rien contre Jim Corcoran, quelque chose qui est un musicien extraordinaire. Ouais, tu vas passer du dur à cuire à semi-look pédophile. Et Dieu sait que couvrons le sujet de la pédophilie très brièvement. C'est un sujet qui me lève le cœur de façon abstraite et totale. Présentement, j'ai rencontré la femme de ma vie. Elle habite à Sherbrooke. C'est une femme extraordinaire, elle a un petit bonhomme de 3 ans. Puis ça remet toutes les perspectives de la vie en cours. Là, tu revois toutes tes priorités, puis ce qui est vraiment important. Puis ce petit bonhomme-là, le petit bonhomme de 3 ans, c'est mon fils maintenant. Puis s'il fallait que quelqu'un, un homme, un vieux sale, un vieux cochon...
faire juste le regarder croche avec Je voudrais ce que pas je être pourrais ce interpréter gars-là. comme un interprète, comme une intention malsaine ou inadéquate. Et sa tête envolerait. C'est la pédophilie pour moi, c'est un des pires crimes, même si il y en a qui vont nous dire que c'est juste une déviance, c'est pas une déviance, ou que ça fait partie de c'est leur préférence sexuelle. Mais je dis, garde, si t'as cette préférence sexuelle-là, ben crosse-toi. Moi, je voudrais pas être ce dude-là. Calisse. À checker à courir. Puis je suis la personne qui déteste, probablement que tu vas voir sur ton podcast, ou n'importe quel autre podcast, peu importe, j'en fais un avec, je sais pas moi, comment il s'appelait l'espèce de softie là, qui faisait des entrevues sur un train, puis c'était plate que le Chris. Ah oui, José Lito. Bon, José Lito Michaud. José Lito, n'importe quel autre podcast, je ferais avec José Lito, tout le monde te dirait, là, puis il se rendrait compte que je suis la personne la moins confrontationnelle au monde. Je déteste la violence. Ouais. Je déteste me chicaner. Je déteste ça. Je déteste même une confrontation, une obstination avec ma conjointe ou avec un de mes amis. Ça me vire à l'envers, puis ça me porte une anxiété totale. Mais j'aime beaucoup l'interpréter. Ouais. C'est parce que je trouve que ça amène beaucoup de jus dans des scènes dramatiques, que beaucoup plus de jus qu'une scène de simples personnes qui font juste avoir une conversation banale. Ouais, c'est excitant un peu. Il y a beaucoup plus d'émotions, ou des émotions qui sont plus primaires et plus lourdes. La lourdeur dans le jeu. Ça vient chercher l'instinct un peu animal en dedans de nous. Tu sais, le caveman. Là. Absolument. Parce que moi, regarde, avant de tourner la scène que j'ai faite avec la magnifique et superbe Ève Landry pour Unité 9, que tout le monde... Ben, justement, tu me parles d'Animal. Moi, j'ai passé 2 heures dans ma loge, j'ai écouté Animal de France d'Amour pour me mettre dans le beat. Là. Puis une fois arrivé sur le plateau... Non, c'est pas vrai. Mais moi, c'est parce que je suis super naïf. Mais... Moi, tu me dis... moi, je suis vraiment faire... Ah ouais, c'est ça. J'ai même demandé sur le plateau à ce qu'on la joue pendant qu'on tournait. Animal, je t'ai choisi. On m'a dit non. Ouais, là, tu te mets un peu trop dans le personnage. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, t'avais eu des questions qui avaient été posées. T'as mis un post sur Facebook disant que t'allais me recevoir comme invité. Puis il y a du monde qui en demandant aux gens de laisser aller leurs questions qui auraient aimé qu'ils me soient posées. Couvrons-les, parce qu'il y en avait des un petit peu absurdes. La première, il y a quelqu'un, j'aimerais bien pouvoir mentionner son nom, mais j'ai pas vraiment porté attention, qui me demandait si j'étais top ou bottom. Je suis vraiment top. Peu importe la forme humaine avec laquelle j'ai une interaction. J'aime avoir le dessus, j'aime contrôler, j'aime me sentir en... C'est une bonne façon de le dire. Oui, j'aime savoir que je peux diriger les choses. Tout en dirigeant ma chose. Bon. Voilà. Dossier réglé. Voilà. Top. Marc-André Boulanger, top. Oui. Il y en a plusieurs. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce qu'on dit, the elephant in the room. Comme ça, tout de suite, il y a beaucoup de monde qui avait... J'ai bien évidemment, je ne vais pas me mettre la tête dans le sable. J'ai eu un article de journal assez lourd, compromettant, chiant, qui a vraiment été un fardeau puis un boulet dans ma vie, qui est apparu il y a quelques mois. Il y a beaucoup de monde qui voulait que ce sujet-là se couvrait. J'aimerais... t'aimerais pouvoir... Franchement, sincèrement, pouvoir en parler à longue haleine. Je suis pas en mesure de le faire encore, tant que légalement cette situation-là ne sera pas clairée. Je me dois de m'abstenir de commentaires. Au niveau, comme je le répète, légal, je veux pas m'avancer en disant quoi que ce soit. Qui pourrait être compromettant pour moi, pour qui que ce soit d'autre. C'est même pas compromettant, parce que moi, je peux juste pas. Je vais attendre qu'une fois que ça soit réglé, je vais être la première personne à aller de l'avant, puis à tout clairer, puis à discuter ça à n'importe quel moment. Je reviendrai ici si tu veux, puis on en fera un spécial. On fera un spécial non coupable. Un spécial article de votre Journal de Montréal, puis on fera un téléthon pour des collègues pour essayer que je puisse manger vu que ma carrière va être finie. On va inviter Emmanuel au... on viendra Manu, puis Manu, il ne laissera pas placer un calice de mots comme d'habitude, puis il va parler de tout et de rien, puis il va s'être énervé, puis je t'aime, Manu. Je t'aime, Manu. Ouais, mais c'est ça, je m'en doutais un peu, parce que je me disais, moi, il en jasait avant, puis s'il peut, il peut, s'il peut pas, il peut pas. Je vais attendre que, comme je te dis, je voudrais bien, moi, je suis très ouvert, j'ai pas de filtre, mais dans le cadre de cette situation-là,
Ouais. J'attends juste que tout soit terminé, puis après ça, il y a des commentaires qui vont être faits. C'est bien correct, mon gars, aussi. Mais il y avait assez des questions connes dans cette affaire-là. Ouais, c'est... Non, mais moi, j'ai un fanbase là, qui sont assez... C'est correct, moi j'adore ça. J'adore ça. Il y a tellement de monde, justement, qui se pense drôle. Tu sais, ils vont écrire de quoi, ils sont là. C'est drôle, mon commentaire. Non, c'est mais moi, man, c'est grave, parce que moi, je suis humoriste. Ouais. Fait que, tu sais, le monde fait comme, il est humoriste, il est capable de prendre des jokes. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils sont drôles, vos jokes. Exactement. Il y en a, là, des fois. Pour tous ceux qui regardent, là, vous êtes pas drôle. Mais il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont. Il y en a qui sont très drôles. Écoute, l'humour et le sens d'aller atteindre les gens et de les faire rire, je pense que c'est inné, puis c'est dans une personne là ou là pas. T'as beau aller à l'école, t'as beau aller à l'école nationale de l'humour, t'as beau d'avoir une pléiade de conversations avec des humoristes tous plus comiques les uns que les autres. Ouais. Ah si, t'es pas drôle, tabarnak. tu l'as pas. Il y en a beaucoup de monde qui me disent, les estimes mon oncle, qui posent des jokes puis qui rient de leurs propres jokes, là. C'est agressant. C'est que t'allais me chercher viscéralement, ça. Ça te donne-tu le goût d'aller les confronter? Non, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de confrontationnel. Je vais plus souvent, résorber mon... Pédophilie. Là, les tabarnak. Ça, il y a de la mort qui est... Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Mais au niveau, là, de... Toi, moi, tout comme toi, en étant dans le milieu artistique, tu viens qu'à croiser vraiment une brochette de personnalités toutes plus différentes les unes que les autres. Puis, c'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui va te plaire. C'est sûr et certain qu'il y a du monde qui ne seront pas sur la même longueur d'onde que toi au niveau fil de pensée, au niveau philosophie, au niveau rythme de vie. Puis, plus jeune, j'étais beaucoup plus réactif. Puis à la limite, je me suis souvent mis les pieds dans les plats avec par rapport à mon manque total de filtre. Puis maintenant, j'ai appris que regarde, ça me donne quoi de confronter quelqu'un si je suis pas d'accord avec lui, si je sais que de le confronter va amener que du négatif, puis que ça va être comme de donner des coups d'épée dans l'eau. J'ai pas à changer sa philosophie de vie, j'ai pas à changer sa façon de voir les choses. Si lui, il pense comme ça, il pense comme ça. J'ai le droit de pas être d'accord avec lui. Il a le droit de pas être d'accord avec moi. Puis, je vais juste reculer de la conversation, puis m'empêcher ce que ça dégénère, puis qu'il y ait des conversations désagréables. Je déteste les conversations désagréables. Comme je te dis, je déteste les confrontations. Je déteste avoir à m'obstiner avec des gens pour des badineries puis des choses futiles. Qui ont déjà comme leur idée déjà toute absolument. J'ai vraiment pas un dédain, parce que le mot est lourd, mais je fais vraiment tout dans ma vie pour m'éloigner des petits Joe connaissants. Ça, c'est un terme qui écoute, c'est vu comme le monde, là. Mais quelqu'un qui sait tout, puis qui connaît tout, puis qui va... Je te donne un exemple. Moi, je fais de la lutte professionnelle, ça fait plus de 21 ans. 23 ans, excuse-moi, ça veut dire. Ouais, je suis un vieux croulant. En termes de lutte, disons-le. Puis, il y a quelques années, je faisais de la route avec deux de mes amis de Montréal, puis un gars des États-Unis, qui, lui, on a fait Montréal-Québec, puis dans la voiture, le gars n'a jamais arrêté de parler une seconde. Mais contrairement à Manu, qui, lui, parle tout le temps, le gars était... Lourd? Vraiment lourd et vraiment inintéressant. Le gars parlait parce qu'il aime s'écouter parler. Il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça, soyons francs. Ça fait toute la différence. Absolument. Aussi. Moi, j'ai appris dans la vie que si quelqu'un te trouve intéressant, tu l'écoutes. C'est peut-être pas tout le monde qui a cette façon de voir les choses-là, mais moi, j'aime être ouvert aux gens puis découvrir sur les gens. C'est ça qui est intéressant. Si tu fais juste parler de toi, de ton parcours, de tes accomplissements, premièrement, c'est l'air d'une personne qui est insécure, qui a besoin de se rassurer, de se dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, ça, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ce voyage-là, j'ai rencontré cette personne-là. Chris, si t'as tout fait ça, puis tu le sais que t'as fait ça, puis ça t'a fait devenir la personne que t'es, t'as pas besoin d'en parler tout le temps. Si le monde te pose des questions, réponds. Mais toujours aller de l'avant, puis parler de toi-même, puis de parler de ce que t'as fait, puis sans jamais laisser place à la parole. Laisser la parole aux autres. Asti, ça fait de toi de quelqu'un d'égoïste, puis de fatigant, puis de redondant en tabarnak. Bon. Pour revenir à cette histoire-là, le gars est dans la voiture, puis là, il parle de tout, puis de rien. Il connaît tout, là. Et si, il aurait pu te raconter là, que sa note qu'il a eue en sciences physiques en secondaire 4. Je sais pas si puis c'était lui le meilleur physicien, là, Albert Einstein, il connaissait pas ça. Puis,
Moi, je fais ma gueule, je l'écoute parler. Il me rend irritable. Là. Je suis vraiment là, il me gosse. Tu commences à tilter un peu. Et puis là, il parle. Là, il vient qu'à tomber sur le sujet du cinéma. Puis à ce moment-là, hey, je répète, je suis aucunement quelqu'un qui se prend au sérieux ou qui s'accorde de l'importance. Ouais. J'ai aucunement la prétention de dire que je suis un grand acteur de cinéma et que je suis quelqu'un qui connaît ça outre mesure, parce que chaque fois je suis sur un plateau, pour moi, c'est une belle opportunité de grandir, d'apprendre. Je cesserai jamais d'apprendre, mais j'ai eu des belles opportunités dans ce milieu-là, que ce soit au niveau américain ou québécois. Je suis pas reconnu outre mesure, mais si quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma se met à parler de cinéma, puis qui m'obstine, ça va me mettre en tabarnak. Puis lui, il dit quelque chose sur le cinéma. Je me permets de faire... Je dis, excuse-moi, je vais juste arrêter parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Sur un plateau, il va y avoir ça. Il dit, ah non, c'est pas ça. C'est sur un plateau, Et là, il y a eu un froid parce que mes deux amis qui étaient dans la voiture avec moi me connaissent. Oh ouais. Puis ils ont vu que j'avais entendu... Ils ont vu que j'avais atteint mon breaking point, comme on dit en anglais. Là... J'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça se parle, que ça se passe, devrais-je dire. Je fais du cinéma, je fais de la télévision, et ça depuis des années, au niveau américain, au niveau québécois. Puis, c'est pas comme ça. Il fait, ben regarde, moi je le sais, là, j'ai dit. Bon, j'ai dit au chauffeur, je suis demandé d'arrêter la voiture, s'il te plaît. Pourquoi ça? C'est des anglophones, fait que racontons-le en anglais. Ouais. Son public qui font des bonnes blagues sur Facebook, puis qui se trouvent drôles, comprennent pas. Franchement, désolé. J'ai dit, stop the fucking car. Puis lui, il est assis en avant. Moi, je suis assis en arrière, côté conducteur. Lui, il est assis en avant, côté passager. Là, j'ai dit, OK, I've been listening to your fucking talk for close to 2 fucking hours. You like to listen to yourself talk. You think you know fucking everything. I didn't say a goddamn word. I just kept to myself. Like, you stepped up on a subject you know jack fucking shit about compared to what I know. And I'm not saying I know everything, but I know more than you on that I know for a fact. So, therefore, I think we should stop talking about that and you should shut the fuck up. Because if you don't, and you keep arguing with me, I'm gonna get out of the fucking car, I'll drag you out, and I'll throw you off that fucking bridge. Et puis, lui, il a eu une réaction. Il a continué à s'obstiner. On dirait que ta voix en anglais est plus menaçante. Ouais, ma voix en anglais est plus lourde un peu. Un petit peu plus lourde un peu. Puis, c'est une déformation. Je te dirais que c'est une déformation professionnelle. Parce qu'à force de toujours faire des méchants, c'est comme si j'avais développé une pathologie vocale, si on veut, où ma voix va automatiquement devenir... Même en français, j'ai tendance, malheureusement, à forcer ma voix. Puis à la mettre plus grave comme ça, puis à en parler comme ça, puis plus menaçant. Alors que j'essaie de la clarifier, puis pour montrer justement que c'est pas juste un gros caveman qui gagne, puis qui parle comme ça, pour que ce soit là, bien intimidant. Non, mais tu sais, c'était pas genre Éric Lapointe style, mais c'était genre... Sérieux, m'a tué. Puis il a continué de s'obstiner, Là, j'ai dit, in life, you or anybody else, at one point, crosses that one line they don't want to cross. You're a step away from doing that. Shut the fuck up. Là, il a compris parce que mes amis ont regardé puis ont dit, really, you know what? You should stop. I should shut the fuck up. Puis là, on a fait le restant de la route sans se dire le moindre mot. Puis depuis ce temps-là, moi et lui, chaque fois qu'on se voit, on se regarde même pas puis on se parle pas. Puis c'est aussi bien comme ça. Ah ouais. Ah, de toute façon, il est... Ben ouais, mais Chris, en même temps, tu veux pas avoir ce type d'amis-là dans ton entourage. Non, mais c'est une personne qui est beaucoup dans le milieu de la lutte, est très respectée. Ah, ok. Il est très respecté, que beaucoup de monde aime. Moi... Au même niveau, je vais me permettre de dire que dans le milieu de la lutte, qui est un micro-milieu, que ce soit au Québec ou en Ontario ou aux États-Unis, je travaille, à part que c'était dans WWE, j'ai un certain respect de la part de tout le monde. J'ose croire que le monde me respecte. Je m'entends bien avec tout le monde. Je suis reconnu comme un des gars les plus sympathiques et gentils, les plus avenants que tu vas trouver. Puis j'ai pas de problème avec qui que ce soit, mais il y en a des fois qui me tapent sur un tabarnak. Nous autres, on s'avait vu au FV Montréal. Oui, absolument. C'est là que tu m'as fait la requête pour l'entrevue. T'avais vu mon chandail tout à l'heure. Puis, hey man, moi,
une chance, je suis vraiment sympathique, même quand je suis bien défoncé, parce que moi, la journée que je t'ai vu, là, j'étais là, déchiré ben raide. Puis là, moi, puis je t'avais reconnu, parce que tu sais, je t'ai vu dans les films. Tu sais, les seuls films que j'écoute québécois. Fait que là, j'étais comme, hey, tabarnak, il est là, hostie! Je m'en viens. Puis tu sais, t'avais tes j'ai encore mon maquillage, mon verre de contact. Ouais, je venais terminer. Puis en temps normal, j'aurais dû avoir peur de toi, mais. C'est une grosse drag queen chauve de Chris. Ah non, même pas, j'ai rien fait. Chris, c'est lui, sacrement! Puis là, parce que ça fait longtemps que je veux t'avoir sur le podcast. Ben mon Dieu, il y avait façon. Je suis sur Facebook, fais des recherches, tabarnak. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est super sympathique puis facile à rejoindre. Tu vois-tu, ça, je trouve ça désolant. Je me permets de faire une petite parenthèse, si tu me le permets, là. Encore une fois, je vais le répéter, puis je risque de le répéter à plusieurs reprises au cours de l'entrevue. Je n'ai pas la prétention de te dire que je suis une vedette. Mes amis s'amusent à me dire des fois, bon, la vedette. Ouais. Moi, je suis Marc-André, là. Peu importe le niveau que je pourrais atteindre. Et j'espère atteindre un niveau plus élevé, avoir plus de rôles, puis que ma carrière continue de grandir, puis de croître. Mais je vais toujours être fucking Marc-André Boulanger, là. Ouais, moi, tout ça, même affaire. Et je trouve ça plate et absurde que peu importe le niveau de notoriété que tu réussisses à rejoindre, il y a des grands acteurs qui ne veulent pas prendre une photo avec, ou qui ne veulent pas discuter avec les fans. Ouais. Quand tu travailles dans l'art, peu importe l'art, quel que soit ton art dans lequel tu performes et dans lequel tu t'exécutes, si c'est pas la personne qui achète tes disques, c'est pas la personne qui vient voir ton show de lutte, c'est pas de la personne qui paye, comme je vais répéter, qui paye pour ton show de lutte, qui paye pour écouter ta musique, qui paye pour aller voir ton spectacle d'humour, qui paye pour aller voir le film que tu as fait au cinéma, qui s'assoit, qui dépense de son temps, soyons francs, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont du temps. De nos jours, on n'a plus de temps. La vie est tellement hectique puis est tellement rapide qu'il y a du monde, tu tournes une émission, il y a du monde qui s'assoit puis regarde l'émission puis qui s'implique émotionnellement dans l'émission que tu fais. Si par la suite, t'es pas capable de raccorder ton temps après que ce soit tout ce monde-là, sans ce monde-là, on n'existe pas, les artistes. Ouais, on n'existe pas. Puis le monde qui font des films qui ajustent à des fins de paraître, genre? Non, pas de paraître. Comment je te dirais ça? Égoïstement, qui veulent juste se soucier de leur chemin artistique, puis de leur développement artistique personnel. Je trouve ça égoïste et je trouve ça pathétique. Parce que, peu importe même si tu fais des petits films indépendants à 100$, le petit film indépendant à 100$, tu le fais pas pour toi. Puis si tu sois un réalisateur ou un cinéaste, un écrivain ou un producteur qui décide de faire un petit film à micro-budget, self-produced, asti, si tu fais ça pour toi, mais t'es épais. Ouais. Regarde, il y a du monde il y a du monde du milieu qui vont dire, ben non, Marc-André, c'est que t'es cave, là, t'es en train de te tirer dans le pied. Ben, regarde, je mettrai des câbles d'acier puis je vais me tirer dans le pied aussi longtemps que je veux. Ouais. Moi, je trouve que toute forme d'art, c'est fait pour la personne qui la consomme. Ouais. Puis si c'est pas de ces gens-là, jamais personne réussira à gagner sa vie dans le milieu artistique. C'est donc ultra important, puis c'est une priorité pour moi je te dirais pas de donner au suivant, là, mais si je vois quelqu'un qui a vu un spectacle, spécialement les enfants, au niveau de la lutte, disons-le, qui, après le spectacle, me regardent, ils ont des grands yeux, puis qui voient l'espèce de grosse bébé toute maquillée, qui l'ont vu, puis qui crachent 140 avec un serpent, puis qui sont mystifiés, puis ils regardent. Puis pour eux, ça fait pas de moi de quelqu'un de spécial, mais pour eux, le moment que j'allais voir, je leur dis bonjour, ça leur fait un petit moment magique. C'est quoi pour ça a pris quoi de mon temps? J'ai beaucoup de mes amis de la lutte qui me trouvent fatigant parce que les choses terminent. Puis ça me prend toujours. Puis mettons qu'on on fait beaucoup de covoiturage. Puis il me dit, Chris, t'en viens-tu? Là, je dis non, j'ai pas fini, moi. J'ai pas fini parce que je prends le temps d'aller voir chaque personne qui aimerait me rencontrer, qui a aimé ce que j'ai fait. Puis de les remercier de s'être présentés. Puis de prendre des photos s'il y a des photos qui ont été prises. C'est ça, selon moi. Mais encore une fois, ça a l'air dictateur la façon que je dis ça, mais c'est une façon qu'un artiste devrait se comporter. C'est ma façon de penser. Mais je trouve ça important d'accorder
Mais moi, tout pour vrai, je pense de même. Parce que, tu sais, moi, tu sais, moi, ils sont tellement importants, parce que s'ils sont pas là, ça reste juste un ivrogne qui parle dans un micro. Exactement. Là, fait que... Exactement. Tantôt, on parlait du monde qu'on trouvait pas drôle, mais on les aime. Rien des fois, un peu question. Que... Le monde pas drôle, on a beaucoup de respect pour vous. Parce que même s'ils sont pas drôles, ils sont attachés à toi, sont attachés à ton parcours. Puis ils te suivent, puis ils vont, encore une fois, je répète, qu'ils vont te donner de leur temps. Ouais. Ils vont te donner de leur temps, puis ils vont forger un lien avec toi, un lien émotif d'une façon ou d'une autre. Puis ça, c'est ce qui est plus beau dans notre métier. Ouais. Mais man, sur ces belles paroles, je pense qu'on va starter une vraie intro. J'ai oublié de te dire, j'aime tout à ça parler un peu avec le monde. Okay. Puis là, après ça, on start l'intro, puis là, on... Introduit. That's it. Hey, fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité, comédien et lutteur professionnel, Marc-André Boulanger. Bonjour. What's up, introduction. tabarnak? What's up? Ça va très bien. What's up? Yeah. Je suis on top. Je suis top. Je suis content que t'es pas parti avec ma main. Quand Non, tu vas voir, la grosseur de main qu'il y a, le sacrament. Je suis quelqu'un de délicat. Mais je pense que c'est plus moi qui ai des petits. T'as des mains un peu efféminées de pianiste, de pianiste Castra. Ah, t'es pas le premier qui me dit ça. Yeah! Toi, ça fait. Tout à l'heure, tu l'as dit, ça fait 23 ans que tu fais de la lutte. Moi, puis il y a des matins où mon corps me donne l'impression que ça fait 137 ans. J'ai commencé à faire ça, tu vois, à partir... J'étais encore au secondaire. OK. J'ai des amis... On en faisait de façon vraiment absurde là, dans le sous-sol d'un des amis, mais contrairement à tout le monde que tu peux voir là, qui recule dans les années où moi j'étais au secondaire, dans les années 90, il y avait beaucoup de... C'était communément appelé de backyard wrestling, où le monde se construisait des rings de fortune dans leur... Puis ça se pétait des néons sur la tête, ça se mutilait. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, la lutte, ce qui m'a toujours attiré, c'était le jeu. OK. C'est sûr que le côté physique, la chose est extrêmement exigeant, contrairement... Mais dans les années 90, la lutte était à son... La lutte elle avait un gros pic en 99-2000. Dans le temps de Steve Austin et de Rock. Mais moi, je te parle... Quand moi, j'ai commencé dans le milieu, c'était encore dans le temps de Bret Hart, Shawn Michaels, où il y avait où c'était une période plutôt basse pour la WWE. Mais moi, cette passion-là que j'ai eue pour cet art-là a toujours été depuis la première fois que je l'ai vu quand j'étais tout jeune à la télévision, où j'ai vu Ricky the Dragon Steamboat. Okay. C'est le premier lutteur dont j'ai mémoire d'avoir vu à la télévision. Par la suite, j'ai découvert c'est de là Hulk que ça vient. Oui, absolument. C'était des géants. Puis moi, c'est ce que j'aime de la lutte, c'est le côté théâtral de la chose. Ouais. C'est en train de changer. L'optique de la lutte, même au niveau de la WWE, est d'aller vers quelque chose d'un peu plus réel, avec du monde normal, des lutteurs qui représentent des lutteurs athlétiques qui font des combats de lutte. Moi, ça, je trouve ça plate en calice. Okay. Moi, j'ai été élevé sur des super-héros. Tu voyais Hulk Hogan, c'était un super-héros, c'était plus grand que nature. Tu voyais André le Géant, mon Dieu, c'était un géant. Moi, mon idole de jeunesse, c'était Kevin Nash, Diesel qui s'appelait, qui fait du cinéma aussi un peu sporadiquement. Il mesurait 6 pieds 11, faisait 325 livres. Puis j'ai eu la chance de faire un combat par équipe avec lui il y a quelques années. Ah ouais? C'était le plus beau moment de ma carrière. C'était une de mes questions. Même si artistiquement, c'était pas un très bon combat, mais le fait que moi, je t'en parle, puis j'ai des frissons, là. Je suis mal rasé, fait que ça paraît pas tant que ça. De toute façon, la caméra est trop loin. Tu veux bien rire de mes petites mains de fille. Est-ce que tu te rases les bras, tabarnak? Oh, mais ça va plus vite quand tu frappes. C'est aérodynamique. Quand tu reach, il va fermer ma gueule. Avant que tu commences à me parler en anglais, puis... Shut the fuck up. On sent encore ton accent québécois, par exemple, toi. Ah, ben c'est sûr, tu vas l'entendre. You should shut the fuck up. Même dans mon accent, il y a des petits doigts de fille dans le T'as un accent vraiment avec beaucoup de doigté. Ouais, doigté, c'est ça. Pour Kevin Nash, j'ai eu le moment avec lui. Oui, c'était magique parce que j'avais des posters de lui dans ma chambre. Lui et Arnold.
de ma jeunesse, moi, j'étais... Arnold Schwarzenegger, c'est mon idole de tous les temps. Puis c'est vraiment... Fait de la lutte, lui? Non, pas du tout. Lui, c'était pas du tout. Lui, c'était son niveau cinématographique. Moi, j'ai été élevé sur Arnold. OK. Le cinéma... Puis le cinéma, pour moi, j'ai vu Commando au moins 127 fois. Ouais. Puis je pourrais te raconter le film par cœur. Il va jouer, tu vas m'appeler au téléphone, Commando joue en arrière, puis je vais entendre, puis je vais dire où est-ce que t'es rendu dans le film. Ah ouais? C'est à ce point-là. Moi, c'est les Simpsons ou South Park. Tu vois, South Park, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié, puis j'aime beaucoup l'esprit créatif. Mon Dieu, après toutes ces années de ces gars-là. Ouais. Puis les autres choses qui ont fait moi Team America, c'est un chef-d'œuvre pour Team moi. America! Oh, fuck yeah! I come in here to save the motherfucking day! Je te dis ça parce que Le monde sont contents, ta je te dis ça parce que je l'ai fait découvrir à ma copine hier. Ah ouais? Elle regardait ça avec des yeux grands de même. Chris, c'est cool, mais ça. que c'est ça, tabarnak? Parce que je suis en processus de déménagement. Moi, je réside à Terrebonne pour l'instant, mais là, j'ai déménagé à Sherbrooke avec ma conjointe. Ah, OK. Puis avec son petit, comme je t'ai dit, son petit bonhomme de 3 ans. Puis là, on était à la maison parce que je dois finir de déménager mes trucs. Puis on est venu à la maison de faire des boîtes. Puis je voulais être dans le coin pour l'entrevue que j'avais à faire avec toi aujourd'hui, bien sûr. Ah, fait que tant qu'à être, tu peux c'est ça. Exactement. Non, c'est sûr. Mais je serais descendu de Sherbrooke ce matin, ça n'aurait même pas été un problème. Puis, mais là, il y a la problématique que moi, j'ai coupé Vidéotron. J'ai coupé mes services parce que je suis plus là. Mais là, on est à la maison, puis on a un petit bonhomme de 3 ans, mais on veut le dire, tu sais. Puis moi, des films de Walt Disney, chez moi, j'en ai pas. Ouais. Puis là, j'ai dit, faut que je trouve quelque chose qui est un film de marionnette, c'est approprié, ça. Ah, non. Fait que j'ai fait jouer ça, mais là, à 3 ans, le jeune n'a pas... Il voit les marionnettes qui bougent, il trouve ça drôle, tu vois. Il comprend pas nécessairement les arrière-pensées, tout le dialogue qui est un peu peut-être pas approprié, un enfant de 3 ans, disons-le. Vous venez peut-être de créer un futur créateur de J'ai vraiment essayé de faire chanter la chanson, puis il a pas il a pas embarqué. Excusez-moi, j'étais un mauvais père. Ou un bon père. Oui, un bon père, vu d'un autre côté. Je sais pas, excuse-moi, sur une autre ordre d'idée. Ouais. Je sais que lorsque tu te fais inviter, c'est la courtoisie, en tout cas moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est la façon que j'ai été éduqué. Lorsque tu viens être invité à quelque part, que ce soit un souper, le monde amène de l'alcool. Moi, je consomme jamais d'alcool ou t'amènes des fleurs. Je te connais pas encore assez. Tu vois. Ça va aller avec mes doigts de femme. C'est ça, mais oui, avoir su. Avoir porté une meilleure attention à tes mains lorsqu'on s'est parlé à 21, j'aurais probablement mis des pétunias. mais ceci étant dit, je voulais amener quelque chose. Puis ça me permet de prendre. Alors. Me voilà avec ici, des Timbits. Des Timbits. Vous allez dire, mon Dieu, c'est quelqu'un qui s'entraîne de ne pas manger ça. Allez chier. Parce que j'ai faim. Je sors du gym pour m'en venir ici. Ça, c'était le mien, mon calice. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment le mien. T'en as plein d'autres. OK, là. bon. Puis, on va pouvoir... Ça va être magnifique. Vous allez entendre une entrevue, puis vous allez entendre ça comme ça. On essaie de parler. Même si ma maman m'a appris à pas parler avec la bouche pleine. T'as pas le choix de manger une bête, Chris. Donc, maintenant que j'ai répondu aux règles de la courtoisie d'inviter, on continue. Mais c'est cool, même, mais... Toi, t'as arrêté de boire, toi? Ouais, j'ai bu beaucoup. Ouais. Puis j'ai un historique d'alcoolisme dans ma famille. Je m'en cacherai pas. Puis c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les membres de ma famille qui ont réussi à surmonter ça. J'ai mon jeune frère, puis mon grand frère, qui est décédé maintenant. Il s'est enlevé la vie en 2006. Oh shit, sorry, man. Ah, tu peux pas le savoir, le monde peut pas le savoir. Les tatous, c'est ça. Si on veut regarder la caméra, je vais les montrer. Je l'ai souvent dit en entrevue. Mais mes tatous, c'est pas juste des tatous pour faire cool, pour faire gros bif à la télévision qu'il y a des tatous. Ouais. Mon frère Philippe s'est suicidé le 20 septembre 2006. La même journée que j'avais mon premier essai avec la WWE à vie. Oh. Donc, j'ai pas fait de suivi. Puis, ironiquement, je m'en revenais à la maison par la suite. C'était passé à Ottawa. Puis, j'étais en contact avec mon frère. On se voyait de façon sporadique ici et là. Lui, il résidait à Montréal. Moi, je résidais toujours à Lorraine, dont je suis originaire. Puis, je l'ai appelé. C'est ça, il te faisait-tu des signes? Non, absolument pas. Ah, même pas. Absolument pas. Ça a été... Tu peux pas le savoir. Je dirais que mon frère était bipolaire. OK. Puis,
mais c'était quelqu'un d'excessivement intelligent. Puis, de par sa bipolarité, très émotif. Un grand artiste. Un musicien. C'était le meilleur bassiste qu'on pouvait rencontrer dans sa vie. Il aurait fait des concours plus jeunes, puis il gagnait toujours meilleur musicien, alors qu'il jouait de la basse. C'est pas l'instrument qui ressort le plus lorsque tu vois, puis il gagnait toujours meilleur musicien. C'était vraiment un musicien en pair, puis c'était un artiste dans l'âme, un grand âme, très philosophe, puis c'était une personne extraordinaire, mon frère. Puis, mais, ça va avoir l'air un peu absurde, mais il s'est jamais accoutumé à la vie. Il est dans un sens où il s'est jamais accoutumé à la vie parce qu'il vivait pas la vie qu'il était destiné à vivre. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris il a pas pris les moyens qui est nécessaire pour avancer? Je sais pas. Mais mon frère était une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Puis il était pas bien dans ce qu'il faisait. Il voulait gagner sa vie avec la musique. Mais ça, je regarde, c'est une histoire assez redondante. Il y en a combien de monde comme ça? Puis il y en a du monde qui ont réussi. Ouais. Mon frère avait un mal... À travers tous ses tourments, était comme une étoile qui brillait. Ouais. Il aurait juste fallu un canevas ou un ciel plus grand pour qu'il puisse briller à toute sa splendeur. Ouais. Mais je comprends ça parce que moi, avant que je devienne humoriste ou que je fasse de l'humour, j'étais dépressif des fois sur certaines affaires, mais c'est parce que j'étais pas bien dans ce que je faisais. Puis tu sais, moi, je me suis laissé avec mon ex. Là, on remonte à là, longtemps. Ouais. Puis 6 mois après, ma mère a été diagnostiquée du cancer. 1 an après, elle est décédée. Puis ça a fait tellement 2 ans, là, tu sais, même pas 1 an et demi, de intense émotion que je suis juste tombé en mode survie. Tu sais, le cerveau, j'ai fait une genre de dépression. Il a shut down ben raide. Puis c'est là que tu fais des affaires d'un fois qui ont aucun sens, qui est je me lance en humour. Ouais, puis ça avait aucun sens, mais j'ai resté accroché à ça, là, même encore aujourd'hui, tu sais. Ah, mais c'est correct, ça. Tu t'as trouvé ta voie. Ouais, c'est ça. C'est souvent quand t'es dans une situation... Moi, je sais pas, je peux pas vraiment comparer mon parcours au tien, dans le sens où ma voix, je la connais, ou je la connais pas. On connaît... mais j'ai toujours su que je voulais... ou que comment je te dis, pourquoi je cherche le mot, c'est complètement absurde, là. Ma vocation, dans la vie, a toujours été de divertir les gens. Il y en a qui vont être magnifiques pour travailler dans des bureaux, qui vont avoir d'autres. Moi, c'est de divertir les gens. C'est la seule chose qui professionnellement, disons-le, et hors de mon côté relationnel, me nourrit pleinement l'âme et le cœur. Ouais. J'occupe d'autres emplois. Présentement, j'en fais un. Puis en tant qu'artiste, tu dis tout le temps, c'est en attendant. Ouais. C'est en attendant. J'ai été très chanceux d'avoir des rôles dans les 2 dernières années de meilleure envergure, que ce soit District 31, où je suis content de ne pas avoir eu des scènes avec Manu, parce que j'aurais pas pu parler. Merci Manu. Unité 9, qui m'a vraiment mis... de l'avant. Sur un plateau de l'avant. Que, mon Dieu, les répercussions, je me suis fait cracher dessus aux gens coutus par j'ai une lu dame. ça, tabarnak. Ouais, je me suis fait cracher dessus par une dame aux gens coutus. Et tu sais quoi? Ça c'était un moment tu l'as-tu pris aussi comme un... insalubre qu'il puisse être. C'est un compliment pour toi. Oui. Mais c'est stupide. Oui, puis regarde, laisse-moi mon optique, si tu me le permets. Ouais, vas-y. J'attends dans la file d'attente, on est l'été, il fait chaud, je suis en camisole, puis je suis encore plus gros que j'étais là. Présentement, j'ai perdu du poids parce que j'ai beaucoup de digestion, puis moi, ça m'atteint. Quand je suis stressé, je vais perdre du poids. J'étais encore plus gros. J'avais ma grosse barbe d'unité 9 qui me dessinait. On aurait dit que j'avais un pubis de taliban en dessous du menton. Puis, je me retourne, je vois dans la file deux personnes plus loin. Une petite dame d'à peu près 65-70 ans. Quand même mignonne, tu sais, là. Quand même mignonne. Puis elle me regarde, là. Et ça, c'est 3 jours après que l'émission est parue. Ah, OK. Fait que ça venait... Ouais, ça venait de jouer. C'était tout nouveau, tout frais dans la mémoire de tout le monde. Je me retourne vers la dame en question parce que tu le sens quand tu as un regard haineux qui est dirigé vers toi. Je me retourne vers la dame puis je la vois, là. Elle veut me trucider, là. Et je la regarde et je dis... Avec mon plus grand sourire possible, je dis « Bonjour, madame. Vous avez vu l'émission puis vous avez
ça vous a touché, ça vous a ébranlé. Elle me regarde, elle fait... sur mon chest, là. Direct dans ma petite craque de chest, mais juste au-dessus de ma camisole, fait que ça coule. Et il y a d'autres mondes autour, parce que c'est une journée occupée aux Jean Coutu de Terrebonne, cette fois-là. Tu vois, j'avais pas choisi ma journée pour la magasiner, faut croire. Magasiner, c'est un grand mot. Là, le poing me ferme. C'est une réaction instinctive de défense. Quand tu te fais cracher dessus, je pense. Au moins qu'il y en a qui disent... Ça dépend, il y a des filles qui vont faire... Mais moi non. C'est des jambes. Moi, je regarde la dame, puis il y a du monde autour qui regarde la dame, qui se disent, qui n'ont pas vu l'émission, puis qui regardent, mais pourquoi qu'elle crache sur lui? De tous les gars sur lesquels... Moi, j'ai regardé la dame, je me suis dit, bon, écoutez, madame... Je me suis calmé. Puis elle continue de me regarder avec son regard haineux. Là. C'est pas des couteaux qu'elle avait dans les yeux, c'était des scies mécaniques. Puis j'ai dit, écoutez, madame, je vais vous dire deux choses. Premièrement, si vous êtes vraiment chanceuse d'être une dame, parce qu'avenant que vous auriez été un homme, ma réaction a sûrement été un peu plus prompt et brutale. Elle dit, je m'en calisse. Je dis... T'es sûr que t'étais pas dans un Rossi? Non, c'était un Jean Coutu. Non, elle avait vraiment... Non, j'étais à Terrebonne. J'ai dit, deuxième chose, madame, vous savez quoi? Vous savez c'est quoi la première chose que je vais faire quand je vais quitter je vais payer mes trucs, essuyer votre crachat, votre salive un peu pâteuse. Est-ce que vous fumez? Elle dit, je m'en calisse. Elle a dit vraiment cette phrase-là au moins 5 fois. Puis, tu sais, je pouvais la m'emmener par là. Je dis, vous devriez pas vous en coller, madame, parce que c'est important que vous compreniez. Dès que je vais franchir la porte, je vais rentrer dans ma voiture, je vais appeler ma super bonne amie, Ève Landry. Vous savez c'est qui, Ève Landry? Elle fait, non, puis je m'en vais vous en coller. Mais vous devriez pas. Pourquoi? Parce qu'Ève Landry, là, c'est votre Jeanne. Ouais. Le personnage si attachant qui a travaillé tellement fort sur son arche de rédemption, et ce depuis 6 saisons d'émission. Elle a travaillé, puis elle a bûché, puis elle s'est pris en main, Jeanne. Elle est magnifique, Jeanne. Puis là, vous voyez le personnage. Ouais. La relation était... La conversation que j'ai eue avec elle était plus courte, là. Mais là, je veux dire, j'essaie de plus de faire une image. Puis, en gros, ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'est ça. C'est le personnage que vous voyez, vous venez de cracher sur le personnage qui a fait mal à votre petite amie, à votre petite fille que vous aimez tant, Jeanne. Je vais appeler votre Jeanne. Puis je vais dire, hey, Ève, tu ne croiras même pas à ça. Je viens d'aller au Jean Coutu, puis je me suis fait cracher dessus par une petite vieille dentée qui puait de la gueule. Est-ce que vous savez ce que votre Jeanne va dire, madame? Je m'en calisse. Non, vous en calissez pas, elle va me répondre. Mais donc ben conne, la calisse. Fait que vous avez gaspillé de votre salive, de votre temps. Vous avez taché ma camisole. Maintenant qu'il sent les peppermint pourris. Et je vous méprise. Et j'ai quitté. J'ai pas appelé Ève. J'en ai fait mention par la suite. J'en ai fait mention par la suite. J'en ai fait mention par la suite à Ève sur un message écrit, puis elle était abasourdie. Et toute l'équipe de Unité 9 a eu à défendre la scène. Au niveau médiatique, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, qu'est-ce qu'on fait référence? Ceux qui l'ont pas vu, c'est une mais regardez la télé, tabarnak! C'est la scène de viol. Ouais, la scène de viol, si on veut, collectif. J'aime pas ce terme-là, parce que c'était focusé vraiment sur 2 personnages. Il y a un viol collectif dans l'excellente série Fugueuse qui était faite. Ah ouais? Ouais, qui est une scène très, très lourde aussi. Ouais, que je pense qu'il y a eu moins de répercussions, puis ça a moins choqué les gens parce qu'elle a été... Puis elle a suivi la nôtre, mais c'est une scène d'une lourdeur incroyable. Extrêmement bien interprété par Ludivine. C'est jamais cool à regarder une scène de viol. Puis tu vois, moi, quand j'ai abordé cette scène-là, j'ai vraiment tout fait pour être un sociopathe de la pire espèce. J'ai pas voulu jouer qu'il y ait du monde qui dise peut-être que dans le fond, il y a une raison de faire ça. Je voulais vraiment avoir l'air d'un asti de gros sale qui fait ça juste parce qu'il peut puis qu'il est capable. Ouais. Un gros dégueulasse qui est dans le contrôle, puis qu'il aime martyriser, puis les gens, détruire des vies. Ouais.
juste faire ce qu'il veut au détriment des autres. C'était mon optique quand j'ai fait. Puis il faut croire que ça a marché, parce que je me suis fait cracher dessus. Je me suis aussi fait claquer par des dames. Ah ouais? Oh oui, mais pas d'en face, là. Ça aurait été un petit peu poussé, mais des claques sur le bras. Toi, là! Toi, je t'ai... Puis là, je regardais, madame, pas nécessaire de me frapper. Tabarnak, voler ton 7 jours. Là. Puis non, mais tu vois, tu sais, la plupart des dames par la suite faisaient excuse-moi, là, c'est juste, t'étais vraiment bon. Je dis, voyez-vous, ça, vous pouvez juste me dire ça, ça va être correct. Ouais. Ah, mais t'as tellement l'air méchant, là. Ou toi, je t'ai haï dans... Ah, ouais. Là, c'est ça, un j'adore ça. Moi, j'adore ça. Parce j'adore que c'est ça. comme, hey, toi, ton jeu, t'es tellement bon que Chris, je te hais. Tu sais, comme tu dis, pour le crachat, dans un certain sens, c'est après que je suis parti, je dis, hey, on est en 2018. Ouais. Si tu réussis en 2018, c'est pas Séraphin Poudrier dans les histoires du Pays d'en haut original, là, où je suis pas la mère d'Aurore, l'enfant martyr. Ouais. J'ai pas les. De toute façon, j'aurais pas quoi faire pour. En 2018. C'est quand même drôle. Ouais, oui. Une parodie de toi qui fait la Oh, reste-tu! Va-t'en dans le foyer! En 2018, tu réussis à aller chercher émotionnellement des gens au point où ils ressentent le besoin de se venger physiquement à ton égard s'ils te voient, c'est parce que tu as vraiment pesé sur les bons boutons et tu as touché les cordes sensibles, selon moi. Puis en tant que comédien, je pense que c'est ce qu'on devrait essayer de faire à chaque scène que tu fais, que ce soit de la comédie, de l'humour, du suspense, du drame, peu importe. Tu vas aller chercher... Ben non, tu ne devrais pas nécessairement forcément toujours chercher à te faire cracher dessus. Mais je veux dire, d'aller peser exactement sur les bonnes cordes sensibles, que le monde soit saisi puis hypnotisé par le travail et que tu fais pour eux. Tu savais-tu, mettons, la veille, tu allais faire cette scène-là, tu sais, puis tu te préparais dans ta tête? Ah, j'ai travaillé, je l'ai visualisé, puis j'ai... Ouais. J'étais très nerveux par rapport à cette scène-là. Parce qu'encore une fois, comme je te dis, dans le milieu, je suis pas établi comme un grand comédien, loin de là. Puis, je te dirais que c'est la scène qui m'a le plus fait grandir. Et oui, au niveau de mon jeu, c'est une des scènes où j'en ai le plus appris. C'est une des journées de travail les plus fructueuses que j'ai eues dans ma carrière. Parce que l'équipe était magnifique. Ça a été très formatif pour toi. Très formatif et très émotionnel. Puis j'ai atteint, je te dirais, une zone de jeu que j'avais jamais atteint auparavant. Et ça, je dois remercier, puis je l'ai déjà fait, puis je le refais. Ève Landry, qui, elle, son talent est incommensurable. Ouais, j'entends souvent parler. C'est bouleversant. Ouais. C'est bouleversant de voir sa justesse et comment qu'elle est totalement imprégnée, pas de son personnage, pas seulement de son personnage, mais de la scène qu'on vit. Parce qu'on ne joue avec Ève Landry, tu joues pas, tu vis. C'est la première fois que je vivais quelque chose complètement, où je regardais Ève et je me disais pas « Ah, qu'est-ce qu'elle est juste ». Je regardais Ève et je voyais Jeanne, puis je me disais je vais te scraper, ma calice. Aussi vulgaire ou plus déplacé que ça peut se paraître aujourd'hui. Elle m'a amené exactement où il fallait que je sois. Et tu gardes cette lourdeur-là sur le plateau, veux pas. Parce que quand tu joues une scène, t'as une lourdeur. Entre les prises, tu vas pas te faire des petites blagues. Tu veux rester zoné. Si tu réussis à te zoner dans cette justesse-là, comme j'estime qu'on a eu la chance de le faire, et je mets encore une fois tout le mérite sur le dos de Ève, qui m'a amené, elle, dans cette zone-là, et le réalisateur, qui a fait un travail magnifique pour m'amener, puis en me plaçant, puis en allant avec les bons plans de caméra, la bonne suggestion, les bonnes intentions qui m'ont été livrées. Puis, c'était le moment le plus magique que j'ai fait. J'ai fini cette journée-là, quand on a finalement coupé, puis qu'on m'a dit que la journée était finie. Il y a une espèce de gros soupir de soulagement qui s'est fait chez moi. Puis je me sentais sale. Sale. Puis ça, c'est aussi bizarre que je me sentais sale. Puis OK, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec Louise Portal dans la 2e saison de Charles Serpent. Une grande dame du cinéma. Puis de la télé québécoise. Puis j'ai vraiment hâte que là présentement, c'est disponible sur toutv.ca. Extra. Mais elle va éventuellement jouer
je pense que c'est à TVA. Je voudrais pas m'aventurer ou dire à TVA ou Radio-Canada. Je m'excuse auprès de Québécois si c'est pas le bon poste, ou je m'excuse auprès de Radio-Canada si je fais une erreur. Mais Je pense pas qu'ils écoutent vraiment mes affaires de toute façon. vous devriez. C'est très divertissant. Ils ont skippé au bout de pédophile. Mais encore une fois, tu vois-dessus, on fait... Ça, c'est... Parenthèse. Ouais. On a dit le mot pédophile, il y a dit, Chris, qui pourrait avoir décroché de suite, Ouais. mais qui a pas pris la peine d'écouter un discours. C'est ça. Tu vois, c'est tellement con, puis ça arrive tellement souvent dans ce Ben qu'on moi, fait. ça me dérange pas, ça filtre bien le monde que je veux puis le monde que je veux. Oui, pas, mais tu tu sais. vois-tu, c'est de la merde, ça, Ouais. selon moi. Excuse-moi, là-dessus, je suis pas d'accord Ouais. avec toi, parce que ils ont vu ça, ils ont eu une réaction premier degré. Bon, gars, les hosties de tata qui parlent... Mais est-ce qu'on a entretenu le mythe de la pédophilie? Non, on l'a Ouais. détruit, tu vois. Ouais. Le monde, souvent, comme je vois une photo de Mike Ward, qui est, selon moi, là, ça va être mitigé, mais selon moi, qui est un des meilleurs humoristes de tous les temps. Ah ouais. Ben, moi je l'aime. Moi, j'adore Mike, ce j'adore ce qu'il fait, mais je dis Mike comme si c'était un grand ami à moi. Là. Je l'ai vu, je l'ai croisé à 2 reprises. Ouais. Et il est formidable, ce gars-là. Moi, je regarde son show, puis oui, il est malicieux. Laisse-moi rephraser. Son humour est malicieux. Son humour est méchante. Son humour est lourd, Ah ouais. en conséquences puis en mots. Euh, Mais c'est quoi qu'il fait? Il fait de l'humour. Il fait pas un podcast informatif. Ouais. Il lit pas les nouvelles, Carlis. Ouais. Il fait de l'humour. Il y a beaucoup, je pense, de manque d'autodérision dans le milieu artistique. Il y a beaucoup de monde qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Ouais, il y en a, ouais. Parce que si t'atteins un niveau de notoriété où le monde prennent de leur temps pour rire de toi, Ouais. ben Chris, ça veut dire que tu t'es rendu à quelque part puis t'es quelqu'un. Ouais. Aussi méchant que ça peut être, si t'es pas capable de prendre une critique. Premièrement, c'est dans ce milieu-là que t'es pas capable de prendre une critique, Ouais. mais t'es pas à bonne place, là. Ça revient au niveau de l'égoïsme que je t'ai parlé tantôt. Ouais. Alors, il y a personne qui va me critiquer. Moi, je fais mon travail puis je suis bon dans ce que je fais. Ben non! ouais. Carlis, tu travailles pour les gens. Les gens Ouais. payent puis pour consommer ton produit. Moi, je suis bien susceptible. Ah, Tu sais, je suis vraiment susceptible, mais je suis capable de prendre une mauvaise critique. OK. Me l'écouter, puis m'a faire... Ah, câlisse, il a raison. Mais moi, je suis quelqu'un de très susceptible aussi, mais pas au niveau professionnel. Dans la vie de tous les jours, je Ah, OK. ramène ça à de l'insécurité personnelle ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Ma conjointe m'en fait souvent le remarque. Asti que t'es susceptible, toi, tabarnak. Ah, Elle a ouais. raison. Elle a raison. Ah ouais. C'est... Si elle me lance une pique, je dis « Hey, tabarnak! » J'essaie de rager. Puis des fois, après ça, je vais faire « Pourquoi j'ai rage même dans ma cave? » Souvent. Puis ça, c'est un autre travail que j'ai fait. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi, on en a tous. Ouais, ben ouais. Puis je travaille incessamment sur moi-même. Mais la perfection n'existe pas. Ben oui. Là, ça, tout à l'heure, on parlait de tes rôles. Tu as joué avec Paul Walker, tabarnak. C'est absolument. bien cool, ça. C'était merveilleux. Ça Hey, aussi, c'est c'était vraiment fun. merveilleux. Puis t'as dit que t'as bien aimé ça. J'ai adoré travailler Ouais. avec Paul Walker. C'était un... Je dirais pas que c'était un... J'ai pas forgé un lien là, de grande intimité avec lui, mais Mais t'as pu j'ai eu travailler la chance avec, c'est ça? de le côtoyer 2 jours complets. Et puis c'était vraiment un être humain magnifique. Mais oui. Aussi, il était tellement généreux. La première journée, il est arrivé sur le plateau. Il me connaissait pas. Il m'a jamais vu. Il m'a vu, il a fait « Hey man, what's up? » Gros bro hug. On sait jamais comment... Moi, ça, c'est mon type de personnalité. Moi, je vais faire ça. Je vais voir quelqu'un, je vais le serrer dans les bras, je vais lui faire un câlin. Puis là, je dis « Ah mon Dieu, ils l'ont mis terre à terre. » Puis on s'est amusé sur le plateau. Ah, ouais. C'était un plateau, c'était léger. C'était une production quand même de bonne envergure. On avait un budget de 35, 36, 37 millions, je crois, comparativement à du produit québécois. C'est quelque chose de quand même assez élevé. Et puis le réalisateur, c'est un monteur, un monteur qui travaille toujours sur les productions de Luc Besson. Camille, là, il m'en voudrait, de toute façon, il n'écoutera pas celui non plus. Le Sator ou le Tartare, où il y a un nom vraiment français. OK. Puis lui avait toujours été pour les productions de Besson. Et pour les films qu'Olivier Mégaton a fait, Jean-Pierre Morel, que ce soit Taken ou Les Transporteurs ou ces choses-là, bon, c'est toujours lui qui était le monteur, travaillait avec Luc Besson. Puis en tant qu'acteur, puis en tant qu'avant tout cinéphile,
Moi, j'ai eu cette audition-là. Puis dans le milieu, quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit, mes amis m'ont dit aussi, Marc-André, tu vas travailler beaucoup. Parce que t'as un casting vraiment limité. Puis je suis conscient de l'apparence que j'ai. Puis ça, c'est à la limite, il y a certaines fois où je pourrais dire que je trouve ça plate. Mais je comprends aussi que la population générale voit un gars comme moi, peut-être qu'ils s'identifieront pas à un gars comme moi qui interprète un père de famille, même si j'ai plein de mes amis qui sont aussi gros que moi, qui ont des tatous, puis qui ont des barbes, qui sont pères de famille. Le film de Paul Walker, quand j'ai eu cette audition-là, la directrice de casting, elle a fait okay, « c'est lui ». J'ai même pas eu de callback, j'ai lu tout de suite. Puis par la suite, j'ai reçu le script complet, un film by Luc Besson, puis avec mon nom bas en bas sur chaque page. En tant que cinéphile, Luc Besson, pour moi, c'est un des grands du cinéma. Le film Le Professionnel avec Jean Reno, Le Cinquième élément, il a tellement fait du cinéma magnifique. Le Cinquième élément? Le Cinquième élément, c'est Luc Besson. Ah ouais, avec Bruce Willis? Oui, absolument, c'est Luc Besson. Oui. C'est lui qui était producteur. Il n'a pas réalisé le film que j'ai fait, mais lui, il était producteur. Okay. Tout ce que tu vois là, de gros films d'action européens ou européens-canadiens, européens-américains qui se passent en Europe, c'est tout le temps Luc Besson qui produit. C'est vraiment le Spielberg, ou appelle-le comme tu veux, le Spielberg ou le Scorsese de la France. Mais il y a des grands noms, pareil, québécois qui sont côté américain. Oh, oui, comme il y en a un autre, Denis Villeneuve. Wow, mais lui, Denis, ça serait un rêve de travailler avec M. Villeneuve. C'est fou. Il a été nommé aux Oscars, je pense. Il avait été nommé pour... Sicario. Il y a eu des Arrival, je pense que c'était ça. Oui, puis il y a eu des Blade Runner, il y a eu beaucoup au niveau visuel, pour les effets spéciaux, ils ont eu beaucoup de... C'est comme lui, j'aurais dû nommer en premier. Non, mais c'est que... Puis, mais Denis, c'est un génie. C'était Jean-Marc Vallée aussi. Jean-Marc Vallée aussi, qui est un génie. Moi, puis je pense que c'est pas son film qui a marché le plus, mais moi, Café de Flore, c'est un de mes films préférés à vie. C'est un film avec Kevin Parent. OK. Kevin Parent, Vanessa Paradis, puis il y a une brochette d'acteurs incroyable. Et ce film-là, je pourrais le regarder une fois par an, puis il vient me pogner droite au cœur, là. Il me pogne d'un trip, c'est tellement majestueux puis poignant, tout simplement. T'as l'air de quelqu'un vraiment sensible. Je suis vraiment très... mais je pense que c'est vraiment un plus pour être un comédien. Absolument, mais je vais être franc. Je vais m'ouvrir, j'ai aucune honte. J'ai été diagnostiqué personnalité limite. Un trouble de personnalité limite. Je suis très émotif. Je suis très émotif. Je suis très proche de mes émotions. Je suis très... une bébête, une mouche à sucre. C'est les calices de Timbit, j'aurais peut-être pas dû. Ou mon odeur. Dans une joke. J'ai toujours été très, très émotif. Je suis très réactif. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai pas avancé dans la vie par crainte des réactions. Tu vois-tu, c'est très ambigu, c'est très... je dirais... contradictoire. Je travaille toujours pour les gens, mais j'ai tout le temps peur de ce que les gens peuvent penser. C'est tout le temps, là, je travaille là-dessus beaucoup. Genre des décevoirs. Ou des décevoirs, ou de ne pas plaire aux gens. J'ai scrappé beaucoup de relations dans ma vie, dans mon passé, quand j'étais plus jeune. À cause que il fallait que je plaise. Il fallait que je plaise à tout le monde. Là, j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Je suis dans la droiture. Je le sais. Avant, je me disais, me dire, ben non, ça va être correct. Là, je le sais. Parce que c'est à cette femme-là qu'il faut que je plaise. Ce petit bonhomme-là, c'est ma priorité. Je vais travailler. Je vais faire du matériel qui va être bon pour les gens. Si ça ne plaît pas à certains gens, c'est correct. Mais je vais travailler corps et âme pour faire des choses qui plaisent aux gens. Puis je vais essayer de faire mon travail au meilleur de moi-même. Mais j'essaie de mieux gérer mes émotions parce que je suis constamment insécure. J'ai consulté à maintes reprises. Puis, c'est une fille de mon âge que j'ai vue, Marie, était formidable. C'est elle qui m'a le plus... J'ai vu des psychologues, des psychiatres que j'avais... Tu ressens aucune connexion avec eux parce que c'était très clinique. Mais c'est même, faut que tu le trouves, ton psychologue. Je suis tombé dessus, elle m'a vu, puis elle a fait... Bon, là, j'ai commencé à parler, puis j'étais prêt à m'ouvrir. Parce que au travers de ma vie, que
que ce soit au niveau de tu vois, le corps que tu vois ici, ou la façon d'aborder les gens, je me suis toujours mis des masques. Ouais. Le gars c'est émotif. ta façon de te protéger. Tu vois-tu, là? Elle m'a dit, en fait une comparaison, elle dit, tu vois, moi, ce que je vois quand je te regarde, là, j'ai vu une photo sur Facebook où il y a un petit chaton qui se regarde dans un miroir puis il voit un gros lion. Moi, je vois un gros lion qui se regarde dans le miroir puis qui voit un petit chaton. Ouais. Parce que le petit chaton, quand t'es parti, là, puis que regarde, mon apparence présente quelqu'un sur lui qui a sa place. Ouais. Qui est top, qui est pas bottom. Mais même dans le ring, là aussi, c'est ça que tu dégages. Ah, ben dans le ring, c'est du jeu. Ouais. C'est du jeu. Le personnage que je fais dans le ring, pour moi, là, c'est... Là, tu parles vraiment dans la vie. Oh, dans la vie de tous les jours, je te parle, moi. Dans la vie de tous les jours, je te parle. Je suis... oui, c'est dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très insécure. Tu peux pas interpréter un personnage insécure dans la lutte. Là, moi, Chris, il est bien faible, lui. Il est bien plat. À la lutte, le personnage, le Beast King, FTM, ça, c'est vraiment l'antipode total de moi. Puis c'est un exutoire pour moi. C'est thérapeutique. Ces personnages-là ont aucune once, aucun brin, pas la moindre empathie ou sympathie, ou il n'y a pas rien de bien en lui. Tout ce qu'il souhaite, la seule chose qui est importante pour lui, parce que c'est un être misérable, c'est que tout le monde le soit. Il veut son but ultime dans la vie, sa vocation à lui, au personnage qu'il interprète à la lutte, c'est de répandre la misère, puis de voir tout le monde être malheureux, puis pas réaliser ce qu'ils veulent. Je te parle bien sûr au niveau de la lutte. Oui. Parce que ça, c'est comme l'évolution de Frankie Frankie de the Mobster, qui Mobster. était, je te dirais, là, moi j'ai tout le temps dit Frankie the Mobster, qui était un personnage très volatile, volubile, très explosif, qui était un peu moi, avec le volume au maximum, si tu veux. OK, fait que c'était comme toi, intensifié. Monter au maximum, quelqu'un de... Puis tu pouvais voir de l'insécurité dans Frankie the Mobster, parce qu'il s'exposait, puis il pognait les nerfs tout le temps, je criais tout le temps. Ouais. Puis, très belle biche. Ça va l'air le personnage de l'équivalent d'un cocaïnomane, schizophrène, surcaféiné. Ouais, c'est ça. T'avais l'air un peu genre de le collecteur. Tu sais, t'incarnais d'un fois d'un rôle. Tu sais, il était quand même proche. T'es pas tant loin, tu sais. Tandis que ce que je fais maintenant, je vais dans ces l'antipode total. J'essaie d'être de moins le parler possible, plus introverti possible, puis le plus noir. Et j'ai fait des entrevues pour des compagnies de lutte qui ont dû être censurées parce que je me laissais aller, puis je parlais très calmement, puis j'embrace ce caractère-là tellement qu'il y a des choses que je disais, puis on finissait l'entrevue, puis le monde me regardait et dit « Tu peux pas dire ça, Chris? » C'est quoi ça? Ah non, j'ai un exemple qui m'est en tête comme ça très brièvement, c'est qu'on faisait une entrevue, puis j'avais une espèce de groupe pour une fédération de lutte en Ontario qui s'appelle Malice. C'était le nom. Puis là, la fille qui conduit l'entrevue me dit « What's the end game for Malice? » C'est quoi le but de Malice? Mais le endgame, il y a moyen de jouer avec les mots comme ça. Je dis, moi, j'abrège, je dis « I don't see an endgame. Because I don't think it's possible. There was an end game for us. Because we're playing games. The way you look at it, we're playing games. If there was an end to this game, the way I look at it, is if everybody in this goddamn world was to put a gun to their head and pull the trigger, that would put an end to all our games. That would make me happy. But even as good as I am at spreading pity and misery, I don't have that pull and that reach. So for the time being, we'll ruin lives one at a time. And the games will keep on and on and on. There's no ends to it. J'avais dit ça, puis moi, je m'étais trouvé vraiment bon. Mais ça devait jouer sur YouTube ou quelque chose. Puis là, après ça, celui qui gérait le segment dit Mark, we can't put this on TV. Why the fuck not? Non, c'est le personnage. You basically said that you want everybody to kill themselves. I don't. The fucker that's on TV portraying the character King does. That's too much. Kids will be watching that.
Yeah, but kids don't have access to guns. Ça va passer long. Ça a été retiré à mon grand chagrin. Là, mais tu sais, moi, j'ai été checker ton Facebook pour voir des infos qu'on parle. Puis le personnage, il est vraiment nice. Ah, moi, j'aimerais vraiment... Là, ça me fait chier parce que le prochain show que j'ai vu que t'étais en show, c'est à Shawinigan. Oui, absolument, le 31. Puis ça, le 31 août. Puis moi, j'étais à Alma, fait que fuck, ça marche pas. T'es à Alma? Ouais. C'est une petite distance à couvrir. Ouais, c'est ça. Mais Chris, ça a l'air vraiment nice. Ah, ben, quand je vais t'en faire part, quand j'aurai quelque chose à Montréal, c'est sûr que je vais t'en faire part. Oh, même et on loin. l'écrira à tous tes auditeurs, les drôles et les pas drôles. J'aimerais bien que vous soyez là. Surtout les pas drôles qui arrivent, qui me lancent des petites craques. Si t'es en bobette! C'est de la lutte, le cave. Tu sais, moi, j'ai découvert la lutte vraiment récemment. OK. Tu sais, moi, avant, je riais des lutteurs ou du monde qui trippe là-dessus. Puis, j'étais allé au baseball. Puis là, le monde avait le droit de crier des affaires aux lanceurs pour déconcentrer. Puis là, je fais, c'est nice. Ben, d'où la lutte fait la même affaire. Je suis comme, quoi? Ben oui, la lutte, c'est notre but, c'est d'amener les gens. Moi, la lutte, pour moi, c'est la forme d'art d'interprétation la plus interactive qu'il n'y a pas. Ouais. Plus que le jeu, définitivement, parce que le jeu t'est dirigé pour faire une scène. Ouais. Plus qu'un humoriste. L'humoriste, vous allez jouer avec votre public un peu. Ouais. C'est sûr que ton but primaire, c'est d'avoir des réactions émotives de ton public. À la lutte, tu vas amener une énergie à ton public pour les choquer, les déranger, les virer à l'envers pour que eux ben oui, le méchant embarquent dans le jeu. Mais eux embarquent dans le jeu, sachant très bien que c'est du spectacle. Puis le fil historique, puis la continuité de ces émotions-là qui vont être amenées dans le reste de ton combat sont basées sur la réaction initiale de ton public, et tu joues, puis c'est un échange continuel d'émotions. Je trouve que c'est de là que l'importance des personnages aussi. Absolument. Je sais pas, c'est parce que moi, je connais crissement pas ça, là. Non. Mais moi, j'aime vraiment ça, les personnages. Ben oui, toi, moi tu aussi. T'aimes beaucoup l'aspect théâtral, absolument. tout ça. Moi, selon moi, puis encore une fois, ça c'est deux les écoles de pensée. Deux écoles de pensée complètement différentes. Moi, à la lutte, je crois qu'une personne qui fait de la lutte devrait se promener dans la rue, pas nécessairement avec son costume, là, on s'entend, là. Un lutteur devrait se promener dans la rue, puis le monde va faire « Chris, c'est qui, lui? Et pas juste penser... Un lutteur ne doit pas passer inaperçu. Ouais. Ben, un lutteur qui franchit le rideau... Ouais. Nonobstant la performance qu'il va offrir dans le ring, qui peut aller chercher son public comme ça. Mais moi, mon optique, qui n'est pas celle de tout le monde et que je demande à personne de partager, sauf ceux à qui j'ai déjà eu une conversation, je dois la péter à la gueule s'ils ne partagent pas, tu franchis le rideau. Les quelques premières notes de ta chanson, et la chanson y est pour beaucoup dans la présentation, tu dois avoir une chanson à la lutte qui, à la première note, le monde font « OK, c'est lui ». Ouais. Puis quand tu franchis le rideau, le public devrait être saisi, figé et faire « aïe aïe ». Moi, je vais avoir le public conquis avant même que la cloche sonne. Je rentre puis j'investis beaucoup dans la présentation de la théâtralité du personnage. Ouais. Par la suite, traite-moi de paresseux, mais c'est beaucoup plus facile de leur présenter un produit puis de faire quelque chose, parce qu'ils vont t'investir déjà émotionnellement dans le personnage. Chaque prise que tu vas faire, ils vont être beaucoup plus réactifs, parce qu'ils vont déjà être impliqués émotionnellement. Au même niveau que la télévision, au même niveau que, si on fait un parallèle avec la scène de Jeanne, le monde sont tellement impliqués émotionnellement depuis 6 longues années, avec des personnages super bien ficelés, comme ce soit Marie de la Montagne, ou Jeanne Biron, ou tous les personnages de la série d'Unité 9. Le monde sont tellement attachés à ces personnages-là, que peu importe la situation qu'ils vont traverser, ils vont la traverser avec eux. Ouais. C'est ce que tu veux faire au même niveau à la lutte, dans un certain sens. C'est d'aller chercher les gens, puis de vous faire, vous êtes avec moi, vous allez, on part ensemble, puis on vit une expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de Frankie the Mobster à de Beast King, c'est ça? Oui, Beast King. C'est la complaisance. Puis j'avais l'opportunité, parce que ça faisait très longtemps que j'étais Frankie the Mobster. Puis le personnage marchait, là. Il était très populaire. Dans le micro-milieu que peut être la lutte. Puis
j'ai eu l'opportunité de le faire parce que il y avait une compagnie, la NSPW, une des meilleures compagnies de lutte au Québec, qui est basée dans la ville de Québec. J'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur leur page Facebook ou site internet NSPW Wrestling. J'étais un personnage vraiment clé de cette compagnie-là. Il y avait beaucoup d'histoires. L'histoire était centrée autour de 4 ou 5 personnages. Puis, le monde était vraiment attaché à moi. Puis là, j'ai eu l'opportunité de devenir méchant. De changer drastiquement. Mais je voulais pas faire Frankie de Master qui devienne méchant. OK. Il était pas méchant de Non, Frankie était fou raide. C'était juste un C'était quelqu'un de méchant, ouais. mais le monde était diverti. OK. Fait qu'on le mettait dans des situations où ce personnage complètement fou était confronté à des antagonistes qui attiraient l'ire et la haine du public, contrairement à ce que si tu mettais le même personnage contre des bons, ça aurait pu être une réaction différente. Puis j'ai voulu faire un antipode en devenant méchant complète. Je voulais que le monde fasse. Puis ça a marché, parce que moi, avec ce personnage-là, je veux pas que le monde fasse « Ah, fuck you, ce gros sale poche de merde, de calice. » Peu importe. Tu vas me dire « Mais c'est ça que tu m'as dit que tu voulais que le monde aille. » Ce que je veux, c'est que le monde ait une réaction. Le monde se sente impliqué. Puis avec la présentation du personnage maintenant, j'ai réussi à amener une lourdeur, puis une ambiguïté et un inconfort. Et c'est ça que je voulais. Je voulais pas me faire chahuter. « Bouh, cette poche. » Je veux que le monde soit... Ah, fuck. J'ai du monde qui recule, je passe devant, puis il y a du monde qui recule. Des adultes, pleinement conscients, qui vont reculer au début. Puis là, je vais avoir l'air peut-être méchant, mais comme je te dis, je leur accorde toute mon attention. Puis je vois des enfants qui pleurent. Des enfants qui se mettent à pleurer, mais regarde, j'ai un serpent qui se promène sur ma tête, je crache du sang. Le truc du sang, le truc du sang est vieux comme le monde, là, j'ai rien inventé. Mais tu sais, l'accoutrement. Ouais, l'accoutrement, le gros manteau, c'est ténébreux, c'est sombre, c'est lourd. Plus avec la posture que t'as, style. Puis, t'as de l'air de sortir de l'enfer. Puis c'est la démarche. Tout dans le body language aussi. Auparavant, comme je te dis, Frankie était très explosif. Tandis que The Beast King est très calme, très lent, très posé, sûr de lui. Puis il est implosif au lieu d'être explosif. Puis il prend son temps. Puis il se régale du mal, de la douleur, de la misère, puis du désarroi du monde qui lui font face. Puis maintenant... Tu sais, comment tu vois la scène de la lutte québécoise? Est-ce qu'elle se porte bien? Mais je te dirais qu'elle se porte bien, oui, parce que les foules, de façon générale, peu importe où on fait des spectacles, sont assez exponentielles. Ça grandit, ça continue de grandir. Le monde, puis il y a de l'intérêt qui se développe, peu importe où le monde ouvre des fédérations de lutte. C'est comme ça a repris un deuxième un peu un tantinet. Le fait qu'on a une des meilleures fédérations au Québec, qui est présentement à la télévision sur RDS2, aide beaucoup. La IWS, International Wrestling Syndicate, qui est une compagnie pour laquelle j'ai travaillé très, très longtemps, puis ils ont un créneau de lutteurs vraiment très talentueux qui amène un produit super intéressant. Puis ça fait redécouvrir au public parce que là, il y a peu de lutte québécoise à la télévision depuis des années. Il y a un projet qui avait été développé avec Sylvain Grenier puis Marc Blondin, la TOW. On avait un projet pilote, on avait eu quelques épisodes sur RDS2, mais en bout de ligne, ça n'avait pas été acheté. Ça aussi, c'est un produit qui était super intéressant. Puis, mais le monde... la bureaucratie, puis au niveau de la production, moi, j'étais pas attaché à ça. Moi, je me présentais là-bas comme lutteur, tout simplement. Mais la IWS, là, ils ont re-signé pour une deuxième année. Puis leur production est top-notch. Ils ont une super belle qualité. Le show de EVMTL, qui était fait dans le cadre d'EVMTL, a été capté pour jouer à RDS2. C'est parce que c'était la compagnie du IWS, puis la compagnie de l'Ordre Rouge qui est faite par moi. Nous autres, man, excuse de te couper, là, mais nous autres, c'est qu'on est trop cons. Moi et mon chum, on était chaud ben raide, on aimait ça crier des affaires au monde. Il faut. Ben, on était dedans,
Mais là, nous autres, on savait pas, t'étais trop sous, mais le micro était pas trop loin. Fait que là, il y en avait un qui est comme, c'est une gang de caves, ça chie. Puis là, t'es comme, Chris, nous autres, on était au EV, là, tabarné. T'as un technicien de son qui est venu donner de la merde. Ouais, il y en a un qui nous a envoyé chier, mais moi, je m'en souviens pas ben parce que j'étais trop parti, là. Mais mon chum était un peu plus là, puis... Mais il est non, ben imbécile. Ben ouais. Ben, en tout cas, C'est moi, pas ton garde. Je m'excuse, mais. juste qu'on n'a pas chié le show, par exemple. Vous n'avez pas chié le show, ça c'est sûr et certain. C'est un show de lutte, là. Ouais. Puis on embarquait dedans, là, respectueusement. Ben oui, là, mais t'sais. t'es pas un casse-noisette, là. Ouais. C'est un show de lutte, là. Mm-hmm. Dans le cadre d'un show de heavy metal, C'est ça. il y a Ben, plus. c'est ça, Il y a me semble, du. Il y a plus de cheveux longs, puis de sacre. Ouais, et c'est ça. d'engouement pour la violence et la brutalité que n'importe quel autre lieu sur la Terre. Et lui, il s'attend à ce que tu sois à côté et que tu dises Félicitations! Vas-y, jeune homme! Ah ouais! Courage! Fous-lui une raclée, tu peux y arriver! On est avec toi, on te supporte de corps, d'âme et de cœur! On t'aime! Non! Chris! Moi, j'étais comme, t'es un vilain! Ouais. T'es un vilain! Je te présenterai pas ma cousine! Petit coquin! Petit coquin! C'est le travail du technicien et de s'adapter à une situation. Si son son est pas bon à ce point-là, ben il y a quelque chose de magnifique qui s'appelle une perche. Ouais. Que tu peux bouger comme ça. Ouais. Mais c'est malade, là. C'est malade. Ben, c'est ça. Le corps humain est à ce point-là magnifique qui aurait permis à ce technicien-là de prendre un de ses pieds, de le faire avancer, puis de l'autre pied par la suite, de le faire avancer en avant du pied. Et de faire ça de façon répétitive, ça lui aurait permis de marcher, Ah ouais. puis se déplacer, puis se retirer de vous. Puis par la suite, il aurait été en position de ne pas entendre vos propos disgracieux qui ruinaient notre production. Tout à l'heure, tu parlais de Kevin Owens. Oui. Je sais pas, j'ai bien dit son nom. je Kevin crois. Owens. OK, Ouais. cool. Qu'est-ce qu'il a apporté à la lutte québécoise? Ben, lui, Kevin? qu'est-ce qu'il a apporté? Il est parti de la lutte québécoise. Lui, c'est... Mais il y a quand même si... C'est le success C'est ça. story dans sa plus belle forme. Mm-hmm. Kevin, c'est un de mes meilleurs amis. C'est comme mon frère. Ouais, ça, t'es le parrain de son Je suis le jeune. parrain de son fils. Puis là, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour nous de nous voir parce qu'il est constamment sur la route. Ben ouais. Puis moi, ma relation avec Kevin n'est pas priorisée sur la lutte. Pour moi, c'est mon ami, c'est mon frère. On va parler de tout sauf de la lutte. Puis il y a beaucoup de monde qui vont parler à Kevin qui sont dans le milieu de la lutte que pour eux. On parle de Kevin, on parle juste de la lutte. Moi, je m'en fous, la lutte, c'est son travail. Puis moi, j'aime ça parler à mon ami. Mais lui, il est parti de rien. Mon Dieu, Kevin travaillait... Quand j'ai rencontré Kevin, il travaillait dans une station-service à Marieville. Ah, OK. Puis, il avait été entraîné par Jacques Rougeau. On n'élabore pas sur le nom de Jacques Rougeau, parce que je vais m'emporter. Mais c'est une marde. Kevin a par la suite fait tous les sacrifices humainement possibles et imaginables pour avancer dans ce milieu-là. Il est allé partout. Au détriment de manger pour des salaires littéralement De crève-faim. Tu vois. Puis par la suite, il a commencé à se faire un nom parce que Kevin est un athlète extraordinaire. Et non seulement il est un athlète extraordinaire, mais il comprend toutes les moindres petites facettes au niveau du développement psychologique et du jeu de la lutte. Les émotions qu'il doit véhiculer. Mm-hmm. Il y a beaucoup, on parle en lutte, on parle de psychologie de la lutte. La psychologie de l'histoire que tu dois raconter. Et Kevin maîtrise ça comme un virtuose. Mm-hmm. Puis... Y est-tu lui aussi plus... il aime ça, la lutte théâtrale? Ah non, Kevin, il aime... Lui, c'est... Oui, il est très, très bon. Il a toujours été reconnu pour ses promos, pour son micro, parce qu'il est capable de il joue jouer. Le Québécois, il joue parle non. français. C'est quoi? Non. C'est ça? Non, okay. non, pas du tout. Kevin Owens, il fait un overachiever badass que le monde s'attendrait pas à ce qu'il soit aussi... Puis il est très chiant, très, 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 très baveux.
Puis il y a la verve facile, donc il est capable de placarder le monde de ses adversaires d'insultes, toutes plus villes les unes que les autres. Moi, la vidéo que j'avais vue, c'était lui qui avait gagné puis qui insultait le monde. Puis il disait... Puis là, il les insultait en français, puis il faisait « Vous êtes même pas capable de comprendre parce que vous êtes trop stupide. » Ah, mais c'est ça, il peut faire ça, ou il peut aller d'une autre approche. Il a une versatilité incroyable, Kevin. Puis, mais maintenant, regarde, il a fait le sacrifice. Il y a des moments où il y avait de la misère à manger. Il y avait son fils, il y avait de la misère à nourrir son fils. Mais il bûchait, puis il bûchait, puis il bûchait, puis il bûchait. Ce que moi, j'ai eu peur de faire. OK. Ces sacrifices-là, j'ai eu peur de les faire. Par peur de l'échec. Ouais. J'étais un esti chicken de merde. Regarde, là, je suis parfaitement... Je suis un chicken. Mais j'ai tout le temps une espèce de bitterness, comme de quoi que j'ai pas... Je sais pas où j'aurais voulu en être. J'ai été trop chieux pour faire toutes les... Au niveau de la lutte, je te parle. Ouais. Pour faire tout ce qui était nécessaire. J'ai pas tout fait ce qui était nécessaire. J'ai pas tout fait. Kevin l'a fait. Et présentement... Ben, il est au top de la lutte professionnelle. Puis quand tu parles de sacrifice, c'est ça, c'est les petits shows... Des petits shows. J'en ai fait des petits shows. Mais partir, puis têter des bookings, puis te présenter à des places ceinture, de faire du 10 heures de route ceinture, de lutter, pour aller te montrer la face, envoyer des vidéos. Dans le temps, on envoyait des cassettes puis des DVD de nos matchs. OK. Puis moi, j'ai tout le temps été un asti de lâche qui se disait, bon, mes amis sont là, ils vont me plugger. Regarde, je suis lâche. Je suis peureux. J'ai tout le temps peur dans n'importe quelle chose que j'entreprends. Même si je sais que je suis ce que j'apporte à la table, j'ai tout le temps peur que ça marche pas. Au niveau artistique, au niveau professionnel, je parle. Puis c'est pour ça que je suis pas à la télévision. C'est pas juste pour ça. Il y a une multitude de raisons. Ouais, parce que mais la raison primaire, c'est la personne primairement responsable, c'est moi. Ouais. Parce que je me suis pas assez aventuré et j'ai pas fait les sacrifices nécessaires. Alors, puis que je vais pas me mettre à chialer après tout le monde ou à me trouver des excuses, c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Simplement. Mais tu parlais aussi que dans la WWE, il y avait un moule. Oui, mais le moule, ça a été brisé. Comme je te dis maintenant. Il n'y a plus de moule, il accepte. Kevin, ben, s'il y en a un qui est là pour briser le moule, c'est lui. Là. Kevin, c'est pas un culturiste. C'est pas un... Il n'y a pas une gueule de movie star. Puis initialement, c'était ça qui était le problème. Puis c'est une des raisons qui a fait qu'au début, il n'était pas pressenti pour avoir un emploi là-bas. Mais regarde, ils ont donné une chance, ils l'ont écouté parler. Puis ils l'ont vu lutter, puis ils ont fait tabarnak, on a une vedette. Okay. Maintenant, comme je te dis, ils sont plus ouverts à laisser du monde qui sont talentueux, peu importe leur apparence. OK. Puis c'est très fructueux et payant pour la compagnie, parce qu'il y a des lutteurs que ça fait des années qui auraient dû être là-bas, qui y sont maintenant. Puis qui rendent le produit nettement meilleur qu'il a pu l'être dans des années, depuis des années et des années. Ouais. OK. Fait que c'est le moins dur d'arriver à faire le saut. Non, c'est crissement dur. Parce qu'il y a... c'est crissement dur. Okay. Comment je te dirais? C'est crissement dur parce qu'il y a tellement de monde qui y aspire. Ouais. Puis... ça, c'est reconnu mondialement. Ben oui, c'est la seule compagnie. Il y a une compagnie au Japon qui est la New Japan Pro Wrestling. C'est les deux seules grosses compagnies où tu peux faire des gros sous. C'est les autres, il y a le TNA Impact Wrestling, qui maintenant est localisé à Toronto, qui était originalement basé à Orlando, si je ne me trompe pas. Bon, eux, tu peux être là-bas. Tu vas être sur un produit télévisé qui est diffusé à travers tous les États-Unis, puis un peu en Europe, si je ne me trompe pas, puis même ici au Canada. Mais tu travailles 2-3 jours par semaine, puis après ça, tu as une semaine, 2 semaines off. Il faut que tu utilises ta micro-notoriété que tu as acquis à la télévision pour prendre des bookings dans des petits shows comme moi je fais. Ouais. Par exemple. Tandis qu'à WWE, tu travailles à l'année longue. Il n'y a pas de vacances. C'est pas comme un joueur de hockey. Ils sont constants. 4-5 jours semaine, incessamment. C'est une vie... Le glamour de la lutte que le monde peut se présager, même que ce soit au niveau là, des Hulk Hogan, des Steve Austin, des The Rock, de n'importe qui, là, John Cena. Tu es à la télévision, tu es une star, tu es une vedette. Tu dors 3 heures par jour. Une fois que le show est terminé, tu as 2 heures de route à faire, 3 heures de route à faire.
faut que tu te lèves le lendemain, t'as des apparences radio, des apparences télévisuelles, t'as de la promotion à faire, faut que tu aies entraîné, faut que tu te fasses encore une fois de la route, t'en rends un autre spectacle. Après ça, une fois que tes 4-5 jours sont terminés, ben t'as ton voyagement à faire pour retourner en avion à la maison, t'as une journée ou deux avec des enfants, puis tu recommences. Ouais, ça fait que ça arrête plus. Jamais. Ah, ouais. Jamais. Fait que c'est une vie très exigeante et demandante. Mais moi, j'ai vu... tu sais, je parlais de comment que j'avais connu la lutte. Une autre affaire, ça avait été le film The Wrestler. C'était magnifique, ce film-là. Ah, est-tu pas assez bon, ce film-là? C'est- Tabarnak! C'est-tu la vraie réalité de la lutte, ça? Ou c'est une... C'est une des Ok. réalités de la lutte. Ok. Ça représente... Il y a beaucoup de vieux lutteurs qui, malheureusement, n'ont pas eu de... Comment je te dirais? Puis là, ça va être... C'est triste, mais Ouais. je suis un peu comme ça. Ok. Je me suis tellement investi juste dans ça. Puis encore, moi, contrairement au personnage qu'il y a eu dans le film, le personnage avait eu un méga succès. Ouais. Puis il y avait le Fall from Grace monumental, mais qui continuait, puis qu'il y avait juste ça dans la vie. Je suis content d'être dans une position où j'ai plus juste ça dans la vie. Hein. OK. Mais lui, il y avait vraiment juste ça. Puis les lutteurs des années 80, 90, 80, 70, 80 vivaient un rythme effréné. Des gros consommateurs d'alcool, de boissons. Ah, OK, ouais, bien dans la consommation. Là. Puis tu fais des... Sauf que quand tu fais des sous, par-dessus la tête, puis t'es sur le party, puis t'es comme une rockstar, t'en calisses. Sauf que quand ton corps peut plus, il peut plus. Hein. Ah, ouais. Puis quand t'as du monde qui t'ont dépassé parce que l'âge a pris le dessus, t'es fait plus tes gros sous. Mais eux, ils ont juste ça. J'en ai vu des gens comme ça. Non, ouais. Puis c'est d'une tristesse incroyable. Puis je pense que le film le représentait très bien. Puis tu vois, ce film-là aurait pu... Ça représente la lutte, mais ça peut représenter n'importe quelle autre discipline sportive. Là. Ah, ce film-là, il était, là... C'était poignant. C'est un crève-cœur, je trouve, ce film-là, moi. Ouais. Puis la performance de Mickey Rourke était... Ben ouais, mais c'est parce que lui, dans le temps, tu sais... Ça le représentait lui en tant qu'acteur, c'est tu vois. ça. Tu vois? Lui, c'était côté acting, Ouais. tu sais. Puis il a fait un comeback avec ça, puis il a réussi à leur scraper. Oh, ouais? Ah oui, tu le vois à quelque part, Mickey Rourke? Non. Puis il était partout, là. Il a joué dans Iron Man après. Mais il était remis sur la A-list. Mais il est tellement difficile à travailler. C'est ce que j'ai entendu dire, encore une fois. Je peux pas dire, lui, non, il est vraiment difficile à travailler. Je suis mon calice. Mais j'avais lu que c'était une personne qui était émotionnellement très dure à gérer, très difficile sur un plateau. Il avait tourné un film à Montréal, un peu oubliable, là. Un film avec Henry Cavill qui interprète Superman, Immortals. OK. Puis, il était tout le temps en retard sur le plateau. Il voulait pas tourner. Puis, il diva. Ah, bon, ben... Puis, tu peux pas te permettre ça quand tu fais un comeback. Ben là, non. Tu vois, là. Ben non, c'est ça aussi. Puis, ben c'est ça. Après ça, il a fait quelques films straight to DVD. Puis là, à ce temps, il fait... Je sais pas ce qu'il fait. Là, on parlait de la lutte... Québécoise. La scène québécoise, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui... Toi, tu dis que t'aimes vraiment ça, aller dans les plus petites fédérations, continuer à découvrir des nouveaux talents. Oui, parce que si tu le fais pas, Vois-tu, moi, la micro-notoriété que j'ai pu acquérir au fil des années avec mon bagage, ça serait égoïste de juste faire... Moi, je suis là, je vais faire le gros show, puis je vais faire les gros sous. Si je peux aider à faire avancer d'autres personnes, aussi minimalement que ça puisse être, en allant là-bas, puis il y a un gars qui a moins d'expérience, puis l'aider à le faire briller, puis à mettre son personnage à l'avant, parce que moi, je suis établi, puis que lui, je peux le faire paraître le mieux que je peux, du meilleur de mes capacités, ben je vais faire ça. Je veux dire, mais t'es pas obligé de le faire, par exemple. On n'est pas obligé de le faire. Personne n'est capable. Dans la vie, ça serait... Dans la vie, c'est la forme de l'égoïsme. Ça revient à l'égoïsme au niveau du public, ça l'est tout autant au niveau de tes confrères de travail, que ce soit n'importe quel milieu de travail. Ça va être quand il y en a la plupart du monde, je dirais 99,9% du monde dans la société sont complaisants. Moi, j'ai ma job, mes affaires vont bien. Il y a quelqu'un qui pourrait avancer puis qui pourrait lui aussi avoir un meilleur job. Chris, non, pas l'aider, advenant que ça soit pas bon pour moi. Dans le milieu artistique, là, tout le monde est ami. Ouais. Mais le petit coup de pouce, moi, dans le meilleur des mondes, si j'étais plus instauré, puis j'avais une meilleure base, puis j'avais beaucoup de notoriété, puis je pouvais aider des gens à avoir des rôles, je le ferais. Mais j'ai pas ce power-là pantoute. Toi, y a-tu quelqu'un qui t'a aidé au début de ta carrière?
Leonardo Fuica. Leonardo Fuica, avec qui j'ai tourné La Ronne. OK. Qui était le scénariste de La Ronne, qui était le producteur de La Ronne, puis c'était son frère Damien, qui était le réalisateur du film. C'était un bon film, ça. C'est pas parce que je suis dedans. Je suis capable de te dire. Moi, je suis pleinement ouvert à dire que si j'ai fait des films, c'est de la merde. Je vais le dire. Mais La Ronne, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Surtout avec le budget qu'on a eu, parce que c'était... C'est Michel Jeté, hein? Non, Michel Jeté, c'est Bum Rush. Bum Rush? Bum Rush, ça aussi. Michel, je lui en dois beaucoup. Ouais. Emmanuel Auger, puis Emmanuel Auger, en tant qu'acteur, m'a vraiment aidé à me partir, parce que c'est lui qui m'a présenté à Michel Jeté, juste via une photo. J'ai dit, y a-t-il moyen pour toi de me présenter à Michel? J'avais adoré Histoire de peine, j'avais adoré Hochelaga, puis c'était un peu la continuité d'une trilogie sur le milieu interlope qu'il voulait faire. Puis toi, ça peut te donner des bonnes puis moi, je veux travailler, je veux en faire des films, Chris. Puis Manu, il dit, ben là, c'est bon, on va voir, mais là, je vais te donner une photo. J'ai envoyé une photo. Puis il m'a rappelé, je pense, 15 minutes après, il dit, ben, t'as quelque chose dans le film, on sait pas quoi encore. J'ai dit, ben, quoi, ça? Je dis, je sais pas, il va te trouver quelque chose. Il dit, il a pas tant parlé, ce fois-là. Non, mais j'ai dit, j'ai vu ta photo, mais il a dit, Carlis, il faut que tu sois dans le film. Fait que, puis Michel c'est un passionné. Michel Jeté, c'est un passionné du cinéma. C'en est un qui fait des films pour son public, puis qui travaille pour son monde, puis qui fait de quoi de vrai. Il fait du cinéma vrai. Au même niveau que Leonardo. Leonardo a toujours cru en moi. Il scénarisé La Ronne, le personnage de Conan dans La Ronne, qui est la grosse bébête blonde avec le mohawk, l'espèce de gros sauvage qui bulldoze à travers tout le monde. Ben, dans La Ronne, t'es comme le collecteur du... Je suis l'homme à tout faire du distributeur de drogue, tu vois. Et puis tu le suis là, à la seconde. Tu sais, j'ai regardé le film, j'étais comme... il est tellement petit en plus, Léo. Je dois l'argent à quelqu'un. Je dois pas d'argent à personne. Puis Léo, ben lui, il avait scénarisé le film. Ce film-là, il avait écrit ce personnage-là pour moi. OK, puis le gars qui faisait le dealer, c'est-tu lui, Léo? C'est Léo, ça. Le petit crinqué mental, là. Oui, c'est Léo. C'est lui qui a scénarisé le film. Ah, tabarnak! Puis qui a produit le film. Ah, calice! Ah, c'est bien cool. Oui. Léo, c'est un génie aussi du cinéma. Il a joué dedans, puis il l'a écrit. Tabarnak, il a fait des recherches, lui, à haut niveau pour ça, parce qu'on voulait que ça soit le plus légitime possible. On voulait pas romancer et on voulait pas valoriser ce milieu-là. On voulait le présenter. Tu sais, c'est un peu comme plein de réalités mises ensemble dans le même film. Seule affaire, je trouve plate pour les films québécois, c'est super bon, l'histoire est bonne au bout, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas un super gros budget, ben ils font avec le mieux qu'ils peuvent. Oui, ça c'est certain. Mais tu sais, c'est ça. Puis il y en a qui vont faire, mais tu sais, il manque de quoi. Ouais, mais Chris, parce que il n'y a personne qui le supporte. Non, mais tu vois, La Ronde, on est rentré dans notre argent. Ben, on avait un micro-budget là, pour un film. Le Bum Rush. Je pense qu'il y avait 150 000. Bum Rush, 75. Ah ouais. Puis ça a l'air d'une production de quelques millions de dollars. La Ronde, on avait 400. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ce chiffre-là, mais trop tard. De toute façon, n'importe qui peut aller sur Internet puis ils vont le trouver, d'une certaine façon ou d'une autre. La Ronde, on avait 400. Puis il y a eu des problèmes de financement au milieu du film, qui a eu un délai de tournage de 1 mois et demi. On a fini le film. Il y a eu, je sais que par la suite, il y a eu des gros litiges là, par rapport justement au fait qu'on avait manqué de sous et tout, mais ça m'importe peu puis ça ne m'implique pas. Puis je ne vais pas m'avancer dans ça. Mais le film qu'on a fait, je me fais encore reconnaître pour ça. Mais oui. Ça me fait qu'on dans la c'est la gars dans La Ronne, tabarnak! Pas juste genre, t'étais bon dans La Ronne. Parce que dans ce film-là, quand tu vois ce film-là, tu vois ce personnage-là, tu dis, c'est la petite malade! Ben oui. Quand vous rentrez dans la maison, parce que le gars, il a volé le... C'est la scène finale, pour moi. Il y a du monde qui ont dit, ça a été fait... J'avais vu des critiques qui disaient, on voit le manque d'argent, mais encore une fois, moi, j'ai trouvé que le gros beatdance, tu vois, à la fin, où on bat Pierre-Luc Briand, et je permets une parenthèse pour dire que c'est un autre des acteurs, comme Ève Landry, avec qui j'ai le plus appris. Pierre-Luc Briand, qui est un acteur, selon moi, le meilleur acteur québécois présentement. C'est un artiste chevronné, incroyable. Incroyable. Quel talent fou. Fou. On a fait cette scène-là, puis on avait un plan large.
Puis je trouvais que ça laissait pas de place, justement, à l'interprétation, puis ça montrait, c'est ça. Tandis que si on était allé fencer avec un paquet de coupes, puis des plans de coupes, puis des inserts, ça aurait aseptisé l'effet de la violence qu'on voulait présenter premier degré. Le monde a fait « Ah, c'est cool, ah, check ça, là, il a pogné là. » Non, non. Là, tu vois un gars se faire battre à mort. Comme ça. Ouais. C'est ça. C'était la réalité qu'on voulait montrer. Ouais. Puis toi, t'es content de ça ou t'aurais aimé mieux que ça soit? Non, moi, je suis très content. Je pense que... Oui, c'est ce que je voulais. Cool. C'est ce que je voulais. Moi, c'est ce que je voulais. J'avais pas mon mot à dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on avait fait cette scène-là, plein de plans de caméra, puis ça l'aurait comme aseptisé. Ouais. Okay. Ça l'aurait rendu fancy, puis il n'y avait rien de fancy dans ce qu'on essayait de démontrer. Ah ouais. C'était de la... Tu voyais vraiment qu'il y avait 3 coons qui étaient là pour le... Ouais. On était là pour tuer quelqu'un. Ouais. C'est tout. Puis vous aviez du fun à le faire. Tu vois, moi, mon personnage, j'ai voulu l'approcher comme... Il y en avait qui s'amusaient, mais moi, lui, c'est juste genre... Moi, je fais ça, c'est peut-être tuer, c'est tout. Ouais. C'est ma job. Ouais. Puis... C'est mon Dieu. Puis... Je sais pas si tu te souviens un peu de la scène au début. Moi, j'attaque Pierre-Luc, puis il avait sa ceinture, puis il fouette pour se défendre. Ouais. Les autres rient un peu. Ouais, c'est ça. Puis anecdotique, il dit le réalisateur dit Marc-André, toi, rentre, puis attrape la ceinture, genre, quand tu vas fouetter. Ah oui, c'est ça. Puis je leur ai dit, premièrement, ça fait tellement zéro si je pogne une ceinture dans même, c'est pas un fouette. Puis pour que le monde voit que j'attrape la ceinture, il faudrait que tu fasses un plan là-dessus, ça sera pas beau. Puis deuxièmement, je serais pas capable d'apprendre la ceinture. C'est quoi, il te fessait à la place? Finalement, c'est qu'il a swingé, puis moi, j'ai juste dit à Pierre-Luc, j'ai dit, tu swings, puis je vais avancer. On verra, il arrive ce qui arrive. Ouais. Très mauvaise idée. Mais regarde, je suis content, parce que c'est ça que je voulais. Le premier coup, j'ai avancé, puis j'ai arrêté son bras, mais la ceinture est venue faire un whiplash complet dans mon dos. Ça a fait... Mais là, on peut pas... Moi, je suis dans une scène, je finis. J'aurais pas fait genre, OK, on coupe. On termine, on fait la scène au complet. Puis, quand on a vu les skis coupés, je fais « Tabarnak! » Ça avait fendu. Ah ouais, ça avait fendu. Puis, j'ai été obligé de changer de camisole parce que ça avait saigné. Ah ouais. Mais... Puis 2 takes après, il a fallu changer de jeans parce que j'avais fendu. Cette scène-là va coûter cher en vêtements, tabarnak. C'est un peu trop tête. Puis, mais tu vois, tu le sens à l'écran, que cette violence-là. Puis Pierre-Luc, la coordonnatrice de cascade, elle me connaissait pas. Puis initialement, elle voulait que ce soit ses cascadeurs, par raison de sécurité, qui fassent tous les coups. Ouais. Mais là, mon réalisateur, moi, il disait, Marc-André, c'est la petite bébête dans le film qui bûche tout le monde. Je peux pas... En même temps, t'en fais des cascades aussi? Je fais de la lutte. Tu sais, je suis capable d'en faire des cascades, mais à ce moment-là, je commençais dans le milieu. Puis c'est Elena, la Liberté, qui était la coordonnatrice de cascade. Puis elle essayait juste de plugger. Puis c'est normal. Tu veux protéger ton monde, elle veut faire travailler son monde. Puis là, elle dit, on peut pas faire ça, il faut que ce soit mes cascadeurs. Puis à la limite, elle voulait me faire doubler. Mais là, c'était infaisable. Là. C'était juste le réalisateur, il a dit, t'as-tu un gars qui ressemble à Marc-André? Et puis là, quand on est arrivé sur le plateau, elle a dit, bon, là, ces coups-là, on avait planifié une chorégraphie où je donnais, je pense, un coup. Là, dans la scène finale, originalement, je donnais un coup, selon la chorégraphe. Puis, quand on est arrivé aux journées du tournage, le réalisateur a dit, c'est Marc-André qui va donner ces coups-là, là. Elle n'était pas d'accord. J'ai dit, écoute, Éléonore, est-ce que tu me laisses essayer? On va se faire une répète. Puis tu me diras ce que t'en penses. Tu dis, mais là, Chris, tu dis, Léna, ça fait 20 ans que je fais de la... Ça fait 18 ans que je fais de la lutte, là. Je suis capable de donner des coups, là. Puis, je donne pas des coups cinématographiques. Moi, justement, au contraire, je vais donner des coups de lutte, puis on est en plan large. On peut pas tricher. On peut pas, genre, prendre un angle pour couvrir le fait que le coup est pas donné, est pas porté pour vrai. Puis j'avais dit à Pierre-Luc, moi, je vais te frapper. Je te ferai pas mal. Mais tu vas avoir un contact, puis je pense que ça va juste t'aider au niveau de la réception puis de l'accusation du coup. Il n'y a pas trop. Fait qu'on l'a fait. Puis à la fin, Elena est allée voir Pierre-Luc, elle a dit, Chris, es-tu correct? Il dit, ben oui, pourquoi? Elle m'a regardé avec un sourire, elle a dit, c'est beau, vas-y. Ah ouais. Fait que j'ai abandonné. Puis quand tu vois, c'est les choses que dans ce milieu-là, il faut toujours que tu te prouves, c'est correct. J'ai pas eu de misère à faire. Moi, puis Elena, maintenant, j'adore Elena. Là, tu fais confiance. Ah oui, assez de mes capacités, mais encore une fois, je comprends qu'elle ait voulu initialement
sécuriser l'acteur, sécuriser l'emploi de ses cascadeurs, Ah ouais. T'es-tu tanné d'être tout le temps casté pour le rôle du gros dur? Tanné, non. Non, parce que c'est des rôles qui sont intéressants. Mm-hmm. C'est le fun. J'aime amener des variantes. Tu vois, récemment, j'ai tourné Fait d'hiver, la 2e saison. Puis, j'ai un rôle minime, mais j'avais une scène parlée à la fin de mon tournage avec Alexandre Goyette, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur la théorie du chaos. Ouais. Puis c'est un acteur formidable, c'est vraiment un bon bougre. C'est un bon gars, on s'entend bien, il me fait rire, je le trouve très divertissant, il est super gentil. Puis je suis tombé dans la pathologie, je te parle de la voix, là. Quand je suis à la télévision, je parle comme ça, je prends ma grosse voix Unité 9, ma grosse voix District 31. Ouais. Puis le réalisateur m'a dit, Marc-André, force pas ta voix. J'ai dit, t'as raison, c'est. Fait que je suis allé plus, puis j'ai voulu rajouter un petit côté humour. Asti, je veux pas faire comme certains mondes qui posent des questions sur ton Facebook, là. Ouais. Mais je suis capable d'être drôle. Tu vois? Ou je pense, des fois, être drôle. Puis, mais je veux dire, j'aime être drôle. Je suis pas un gars qui va dire, là, mets-moi sur un stage puis je vais te faire un stand-up. Non. Ouais. Mais j'aime beaucoup la comédie de situation où il y a de l'ambiguïté d'un personnage rendre une scène comique. C'est ça. Je suis comique en étant très sérieux. OK. Ça, je trouve ça fucking drôle. OK, cool. Puis j'aimerais savoir plus d'opportunités pour ça. Tu sais, j'ai tourné avec Sugar Sammy, une mini-scène dans ces gars-là. Ouais. Puis c'était lui qui avait une conversation avec sa blonde policière dans le véhicule de police. Il s'embrasse, il recule, puis tu voyais moi en arrière dans l'auto comme ça, avec une larme de tatoué. Puis eux autres, ils ont une conversation là, en tant qu'amoureux, puis ils se parlent, puis ils jasent. Moi, je suis en arrière comme ça. Puis c'était très drôle, là. C'était parce que c'est comme pour eux c'était parfaitement normal de parler de leur vie de tous les jours puis de leur vie de couple avec un espèce de gros monstre de 250 livres tueur assassin menotté en arrière. Puis à un moment donné il y avait un punch où la fille elle disait je suis capable d'être très aimable, tu sais. Elle disait ça comme réplique à Sugar Sammy parce qu'il voulait la présenter à ses parents. Moi je leur ai dit hey, pas tout le temps. Ah ouais. Et là, elle comme, hey, toi, mon gros Chris de cave, de tabarnak, ferme ta gueule, ce calice de Chris, tu parleras au poste. Ah. Puis moi, je regardais sur les amis, je fais, hein? Puis ça avait été très drôle. J'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes. Là, j'ai fait je te dis pas, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'humoristes. J'ai fait un épisode des Pêcheurs, puis travailler avec Michel Courtemanche, qui pour moi, quand j'étais jeune, était un dieu. Courtemanche, pour moi, c'est un dieu de la comédie. Là, je me rappelle, je riais à en pleurer quand j'étais petit, quand je le voyais faire ça, que ce soit son solo de drum, ou que ce soit son powerlifter, ou son samouraï. Il était tellement fucking drôle. Là. Puis là, j'ai la chance de le côtoyer sur un plateau, puis il était très généreux, très sympathique. Martin Petit est incroyable aussi. Très, 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 très gentil. J'ai fait de quoi pour le Festival Juste pour rire, le 30e ou le 25e anniversaire. Avec les Denis Drolet. On a fait une vidéo où, encore une fois, mention à mon ami Pierre-Luc, qui est le réalisateur avec qui j'ai travaillé, Pierre-Luc Gosselin. OK. Et j'ai travaillé beaucoup, très souvent avec lui. OK. Initialement, c'était pour ça, pour le Festival Juste pour rire, par la suite pour les émissions les gars des vues. J'en ai fait 2 épisodes. Là, j'ai fait avec François Pérusse, puis avec Martin Deschamps. François Pérusse, quel gentleman, incroyable. Mais ma tante, quel rôle t'aimerais faire, ma tante? Ma tante, c'est un rêve, ma tante, ça serait pour toi. Ici au Québec, ouais. J'aimerais ça travailler avec Xavier Dolan. OK. Tu devrais faire comme quel rôle? N'importe quoi. Ah ouais? L'univers de Xavier, l'univers cinématographique de Xavier est phénoménal. Ses personnages sont tellement riches. Tellement. Laurence Anyways est un autre des films qui n'est pas un des films les plus marquants. Je parle au niveau là, de box office, de Xavier. Ouais. Mais ce film-là me fait pleurer à chaudes larmes à chaque fois que je le vois. Il démontre tellement la force de l'amour, la puissance que ça a sur la vie des gens, mais pas juste au niveau positif. Il démontre que l'amour, c'est comme un coup de poing sur la gueule. Puis
c'est comme une boule qui t'englobe puis qu'elle peut te brûler autant qu'elle peut te faire, elle peut te refroidir. Je sais pas comment vraiment trop expliquer ça. Ce film-là est venu me changer mes perceptions de la vie, pour vrai. Ah ouais. Ouais. Puis Xavier, j'aimerais ça pouvoir, dans son univers, interpréter un personnage où je pourrais montrer tout ton côté sensible. Ma sensibilité. Ouais. Ma sensibilité, ma vulnérabilité. Ma vulnérabilité pour montrer que je suis capable d'être quelqu'un qui est pas juste menaçant. Le gros tas de Puis tu vois, je trouve que ça serait bien qu'on me donne, que ça soit pas juste à moi, là, mais vraiment seulement à d'autres mondes. Là. Mais moi, si on parle de façon purement personnelle et égoïste, là, j'aimerais avoir la chance de justement faire un personnage vulnérable pour montrer que c'est pas juste parce que t'es gros que tu fais juste, que t'es un tough nécessairement. Tu peux faire autre chose. Ouais. Tu sais, faire un père de famille, démontrer de l'amour pour un enfant, être quelqu'un. J'ai eu la chance, justement, dans les épisodes de Cheval Serpent, deuxième saison, avec Louise. Je fais un personnage hyper sympathique, super doux, super apaisé, qui est en amour avec Louise Portal. Puis moi, quand j'ai eu ce booking-là, j'étais fou comme la merde, là. Ah ouais. Ben, parce que c'était de démontrer que j'avais un peu plus de range que juste dire. Hey, pour une fois, j'ai dit une scène, j'ai dit je t'aime au lieu de je vais te tuer. Ouais. Qu'est-ce que c'était beau. C'est Je l'ai dit, je fais. Ah, même bizarre dans ma gueule, ça. Après, tu le dis en anglais avec ton ton de tueur. I love you. Puis là, sur un autre ordre, au cinéma américain, j'aimerais ça travailler. Il y a une pléiade de réalisateurs avec qui j'aimerais travailler. Là. Que ce soit... Mais t'as joué dans Santa... Bad Santa 2. Bad Santa 2. C'est quoi tu faisais dans Bad Santa 2? Un prisonnier qui voulait enculer le personnage de Billy Bob Thornton. Ça s'est pas concrétisé. Ah, t'as arrêté un top, par exemple. Non, j'ai arrêté top en tabarnouche. Tu vois-tu comment que la personne, j'aimerais ça qu'on retrace son nom, là? Je vais le mettre ça dans le fait montage. Plusieurs fois qu'on te mentionne, alors ta question poche. T'es drôle. Elle a amené du punch. Merci. Hey man, je vois qu'on a pas mal fait le tour. Le tour, fait que tu me crises dehors? Ben, tu veux-tu rester? Ben, t'as quelle heure, OK, Chris? Ça fait 1h45 qu'on parle, là. Tabarnak! Ouais. OK. Fait que, tu sais, je vois... Ma blonde, elle va me couper les couilles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme tu me disais l'autre fois. Hey, je viendrais pas en fin de semaine, mais si je choque ma blonde, c'est pas mieux que moi. Hey, on est à l'autre jour de Granby. Ça fait cette fin de semaine-là. Et c'est anecdotique, là. Il faisait 35 degrés dehors et ça m'a fait réaliser le manque de civisme de la population québécoise. Quand il fait chaud? De façon générale, c'était tu l'as pas catché quand elle t'a craché dessus, là? Non, oui. Mais je te parle, on est dans un zoo. C'est peuplé, c'est surpeuplé de petits-enfants qui courent partout. Eux sont fascinés, il y a des gros animaux partout. Puis de voir un bonhomme de 50 ans arriver avec un asti de gros trépied puis crisser ça devant la cage d'animaux, prendre la moitié de l'espace devant les enfants. Puis là, je dis, c'est peut-être un photographe professionnel, mais il y a un trépied pro, là. Le Steadicam, là. Ouais. Puis il crisse un Kodak dessus, là. Ça de gros. Plus petit que ton sel. Ah ouais. Hey, le cave! Tiens-le de même, ton asti de Kodak. T'es trop lâche. OK, c'était juste un client. C'était juste un asti de tata qui voulait prendre des photos. Peut-être qu'il avait le Parkinson ou qu'il avait un dildo de pogné dans le cul, je sais pas, là. Mais calisse, cadre là ta photo, puis tu prends là, puis décalisse, ça se la place aux jeunes. Ouais. Et le monde qui bouscule et qui tasse des jeunes. Regarde ça, c'est un hippopotame. Il y a un enfant, là, man. Ouais. J'ai sorti de là, j'avais des envies meurtrières. Après ça, on va à Lamazou. Ça, c'était le fun. Et que ça donne encore une fois le manque de civisme total où tout le monde ça essaie de dépasser dans les files d'attente. Ben, pas moi, là. Mais je voyais le monde qui sont encore lisses ou qui laissent traîner leurs affaires, ça garoche leur bouffe à terre. Tu sais, quand ça venait un lunch, ils s'en vont, il y a plein de cochonneries à terre. Ça me met en tabarnak. Même si ça m'atteint pas. Ça devrait pas m'atteindre.
Mais c'est de voir à quel point Ça te faisait chier. c'est Christ, le respect. On n'a pas propre. Excuse-moi. Mais au moins, t'as passé une belle journée pareille. Ouais, la journée était magnifique. La journée était magnifique. Elle était vraiment c'est ça qu'il faut magnifique. retenir. Ouais. Les tigres étaient majestueux. Je suis un fan. Je suis vraiment... Je suis probablement plus trippé que le jeune. La plupart des jeunes. Ah là-bas. ouais? Ah ouais. Moi, c'est les films d'enfants, ça me fait ça. J'adore les films d'enfants. Ouais, je sais. Moi, je trippe vraiment beaucoup sur... Ça va être drôle qu'il décolle. Quoi, t'as écouté La Reine des Neiges et t'as pas d'enfant? C'est des très bons films. C'est ironique. C'est très drôle que tu me dises ça. Parce que il y a 2 jours, on était à la maison. Puis là, ma conjointe a commencé à faire écouter des tunes de Walt Disney sur son cell au kid. Ouais. Puis moi, ces tunes-là, ils me donnent des brûlements d'estomac. Ah ouais, ok, t'aimes pas ça, pantoute. C'est pas que j'aime... C'est des excellentes chansons, c'est des excellents films. Ça vient pas me chercher. J'aime Pixar, j'aime... tu sais, les films d'animation, je trouve ça trippant. Ouais. Le Walt Disney, où ça se met à chanter out of nowhere. Parle, hostie. Ouais. Parle. Ouais, ok, ouais, je suis un peu d'accord. Ouais, je suis pas mal d'accord. Quoique, sur un autre idée, ou un film où ça se met à chanter pour absolument rien... Un film comme Anchorman ou 40-Year-Old Virgin. Ouais, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle en tabarnak. Ouais, ou Brise de Nice. Ouais. Ça, c'est drôle en Chris. Mais puis les chansons là, des films de Disney sont magnifiques. Mais là, c'était back à back. Puis là, je fais... Hey, c'est calice. Puis j'ai même eu une réaction à un moment donné. J'ai dit, OK, c'est assez, là. Puis là, j'ai réalisé. Ma blonde, elle me regardait avec un astuce de face. Hey, c'est pas pour toi le film, c'est pour le film. Non, regarde, excuse-moi, réaction de marde, réaction de con, là. Je suis bien calme, ma calice. Il y a un enfant qui trippe à écouter de la musique, puis moi, je voulais lui faire écouter une tune de Five Finger Dead Punch. Puis, ou un autre tune de Team America. Ouais, c'est ça. Puis ça a pas... Everyone has AIDS! Je pense pas qu'il y en a AIDS! C'est une chanson, une de mes chansons les plus drôles que j'ai jamais entendues de ma vie, par contre, là. Ça, c'est un autre scène où ma blonde a regardé le film et était là. Aïe. Avec le drop dead, là, mais... Hey, mais sur là-dessus, man, thank you, Marc-André. C'est Anytime. vraiment apprécié, Anytime. Puis j'encourage tout le monde à continuer à suivre mon ami Jérémy parce que c'est un être d'une qualité incroyable. Si j'ai la chance d'être invité, vous pouvez être assuré que je vais le faire, que je vais revenir. Puis, si vous voulez suivre mes activités, moi, en tant que comédien, prenez votre calice de manette, puis... Faites du surfing. Non, j'ai... Mais si on veut te voir, mettons, en show, la lutte. En show de la lutte, c'est tellement sporadique, puis qu'à moi-même, j'ai de la misère à suivre mes dates, puis me réveille des fois des matins, j'ai un show à soir. J'ai la FCL à Shawinigan le 31 août. Mais t'as pas de fanpage, toi? Non, j'ai pas de fanpage. Je suis sur Facebook en tant que Marc-André Boulanger, mais j'ai pas mal atteint ma limite d'amis. Il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que je me donne un coup de pied dans le cul puis je me mette un fanpage. Vous pouvez me retrouver sur Instagram en tant que FrankieTM. FRANKYTM. Mais je suis pas très Instagram. Je suis sur Twitter et je l'utilise jamais. Ah ouais, moi non plus. Je suis jamais ça me gosse. Pouvoir écrire, puis il y a du monde. Puis pour tous ceux qui vont daigner regarder ça, attendez-vous pas à ce que j'étale ma vie ou mes émotions sur les réseaux sociaux. Je ne le fais pas. Ouais. Ça me gosse en tabarnak. Tu mets des belles photos. Je mets des photos. Puis la plupart du temps, j'en mets pas beaucoup. J'attends ce que le monde en mette de mes spectacles où je vais être tagué. Puis ça, j'apprécie toujours le monde qui le font, que ce soit des fans ou des photographes qui ont été engagés pour la compagnie. Je suis pas une pute à médias puis un attention whore parce que ça a été un problème pour moi dans le passé. Là, j'essaie juste de montrer l'être humain que je suis à travers des choses. Vous allez voir ma conjointe magnifique, mon petit bonhomme, puis une grosse brute à tatou qui crache ça. Je vous remercie tout le monde. Okay? Yes. Ben, merci beaucoup pour vrai. C'est vraiment apprécié. Anytime. Puis je te souhaite le meilleur, mon chum. La même chose pour toi. Yes. Okay. Ben, merci tout le monde. Thank you d'avoir été là. Puis passez une belle semaine. Yes. Ciao.